Bien, bonsoir à tous et bienvenue dans ce laboratoire du logement, cette édition du laboratoire du logement que nous avons ouvert, je rappelle, en octobre d'il y a 1 an et demi déjà, avec des questionnements toujours très importants sur la question et l'état des lieux du logement en France. Nous luttons, tous autant que nous sommes, contre l'étalement urbain. Et évidemment, nous cherchons quelles sont les solutions qui sont mises en place justement pour juguler ce problème. Et c'est pour ça que ce soir, on va faire un focus particulier sur des maisons groupées, en s'attachant aussi bien à leur qualité environnementale qu'à leur qualité d'usage. Et donc, ce qui veut bien dire la question urbaine comme la question de l'habiter. Hein, je vous interrogerai, vous relancerai sur ça. Alors, nos invités, il y a en fait les opérations que nous avons sélectionnées, mais y a-t-il un hasard? Je ne sais pas. En tout cas, il y a une coïncidence, c'est qu'elles sont toutes dans l'Est de la France. Aucune dans le Grand Paris, c'est comme ça, et c'est très bien d'avoir pu trouver des opérations qui chacune révèlent un état de la construction en France. Aussi, on va beaucoup parler de la question des coûts, de la question aussi des délais de fabrication de ces opérations qui apparaissent simples et qui sont finalement assez difficiles à sortir. Alors, je commencerai par Maxime Le Trionnaire et Noël Le Chaplin, qui représentent Alta, une agence rennaise, mais qui ont réalisé 16 logements individuels groupés à Charleville-Mézières, dans les Ardennes. Puis Patrice Mottini nous parlera d'une opération de 31 logements au Creusot, donc en Saône-et-Loire. Et puis enfin, Vincent Cornu nous parlera d'une opération de 36 logements répartis en 6 maisonnées. Je vais pas rentrer dans le détail exprès. À Reims. Donc là, un peu plus proche du centre-ville, mais encore une fois, toujours dans des limites et des questions d'interface. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a deux, Charleville-Mézières et le Creusot, qui sont en zone en rue. Donc on voit bien que là aussi, vous allez nous expliquer le contexte de ce genre d'opération, où il faut souvent reloger les gens. Hein, il y a toujours ces opérations tiroirs à réaliser. Quant à Vincent Cornu, on va dire qu'il est dans un cadre un peu plus... Enfin, en tout cas, je ne vais pas dire plus facile, en tout cas très différent, avec une interface avec le patrimoine, car il a dû opérer dans le cadre ou face à une cité-jardin des années 20, 617 logements construits et qui ont le label patrimoine 20e siècle, ce qui veut dire que c'est vraiment une opération de référence. Voilà. Donc, Habitat 08, ici comme maître d'ouvrage, Opaque Saône-et-Loire à ma droite, le foyer rémois ici. Malheureusement, les maîtres d'ouvrage n'ont pas pu venir ce soir, d'autant plus que certains, et ça explique aussi la longueur des opérations, eh bien, ils ne sont plus en poste ou c'est plus les responsables, donc on n'a pas pu les faire venir, car nous on aime bien ici, vous le savez, au laboratoire sur le logement, avoir des discussions, non pas uniquement entre architectes, mais avec la maîtrise d'ouvrage, les aménageurs, et c'est ça qui nous intéresse. Donc on va commencer par ce premier focus sur Charleville-Mézières. Donc vous allez nous emmener chez Rimbaud, voilà, hein. Voilà, un musée bientôt, en effet, qui va sortir et que je crois qu'il va être inauguré en septembre prochain. Il me semble, oui. Je sais pas, oui, si ça marche. Eh ben, bonsoir à tous. On est très heureux de cette invitation que vous nous avez faite. Très heureux de vous présenter ce petit projet qui est tout petit, mais qui compte pas mal pour nous parce que d'abord c'est un premier projet. En ce qui nous concerne, bien qu'après on est une agence qui est un peu mutée, on s'est associé avec d'autres personnes. C'est un projet qui a été difficile, qui nous a demandé beaucoup d'énergie. Alors peut-être qu'il y a une relation, on le disait tout à l'heure, de cause à effet, j'en sais rien. Et puis surtout, on a été assez interpellé dès l'un de nos premiers projets par le fait qu'on a une maîtrise d'ouvrage qui nous a quand même pas mal écouté. On a pu lui proposer des choses, on a pu lui proposer des dispositifs pas forcément les plus simples à mettre en place et surtout pas forcément dans leurs habitudes de logements sociaux. Je passe avec ça.
Voilà, donc c'est un petit projet qu'on a gagné suite à un oral en 2010. Alors on nous avait déjà proposé la commande dès l'appel d'offres. Il s'agissait effectivement de 16 logements, individuels ou individuels groupés. Donc on avait exposé le peu de références qu'on avait et surtout les envies qu'on avait à développer un projet sur ce site-là. On a travaillé avec des partenaires, pour certains qui sont devenus des amis d'ailleurs, Zebra 3 et Barthès Bois, puisque la particularité de ce projet, c'est aussi qu'il est entièrement en ossature bois et en vêture bois. Peut-être d'où les problèmes qu'on a rencontrés après sur le chantier. Donc voilà, on a livré ce projet fin 2014, donc ça a pris un petit peu de temps malgré le faible nombre de logements. Donc on le voit là, on a 4 T2, 10 T3 et 2 T4 dans cette opération. Je vais vous montrer comment ça s'est après réparti. Alors le contexte immédiat de ce projet, on se trouve dans le quartier de Manchester. Alors on dit bien Manchester, c'est pas Manchester, c'est Manchester là-bas, qui est une zone en rue, qui est pilotée par François Daune, l'urbaniste. Ça s'appelle Manchester tout simplement parce que l'hôpital, après la guerre, a été financé par la ville de Manchester. Donc ça s'est appelé comme ça. La particularité du site, c'est qu'elle vient jouxter la Meuse qu'on voit ici sur le bas de l'image, le long de laquelle se promène la promenade de la Varenne, qui suit la Meuse sur pas mal de kilomètres. Donc on est dans un site un peu contraint par la manière dont il fonctionne aujourd'hui et par le logement qui s'y trouve, mais c'est un site plutôt magique par rapport au dégagement et aux vues qu'il propose. Donc voilà la photo aérienne de ce projet, enfin en tout cas du site tel qu'on l'a récupéré, dont on a hérité. Notre projet se trouve dans la petite pointe triangulaire là, qui vient immédiatement se connecter au rond-point de la Varenne. Quand on a vu ces premières images, on a tout de suite vu qu'il y avait des qualités assez intéressantes à exploiter. Déjà parce que c'était déjà une sorte d'îlot perméable qui était exploité et utilisé par les gens du quartier, parce qu'il y avait vraiment un prolongement des continuités, notamment piétonnes. On les lit déjà un peu sur l'image. Il y avait une présence végétale importante qu'on a essayé de préserver par la suite au maximum. Et puis il y avait effectivement ces vues magiques et ce dégagement hyper important, parce qu'on fait aussi face à une plaine de jeu. Donc sans doute qu'il n'y aura jamais rien à se construire devant, et ça, à mon avis, c'est plutôt une force pour le projet. Alors l'image, elle est aussi intéressante parce que, comme vous l'évoquiez tout de suite, on a aussi, en bas à droite, on voit toute une série de petites maisons, individuelles groupées déjà, qui sont les maisons où habitaient les gens qui ont été relogés dans notre projet par la suite. Donc ça a donné lieu à des réunions de concertation, des choses pas toujours évidentes, mais ça s'est plutôt bien passé au final. Voilà une autre vue qui regarde vers la Meuse, donc on a la présence de ce rond-point de la Varenne, et puis la grande étendue de la plaine de jeu de la Varenne. Alors voilà, ça c'est la vue du site depuis le rond-point, donc on voit bien qu'il y a une présence végétale hyper importante par rapport à la petitesse, on va dire, de cet espace, et puis le fait que ça vienne comme ça en pointe de queue de billard sur le rond-point, c'était pas forcément facile à imaginer. Il y a des tumulus là qui ont disparu, mais l'idée pour nous, c'était vraiment de garder cette présence pour fabriquer un vrai filtre vis-à-vis de la circulation, notamment, et du rond-point. Donc ça a donné lieu à un certain nombre de tentatives, toujours en essayant de proposer 16 logements, mais avec différentes variations sur la densité. On a été plutôt vers celles qui nous permettaient de répondre aux qualités intrinsèques du site, c'est-à-dire les vues, la préservation du végétal et surtout les orientations pour les logements. Donc ça, c'est un peu le démarrage. Alors ce sont des petits schémas qu'on fait après, mais l'idée c'était un petit peu celle-là. Il y avait déjà la présence de ces continuités piétonnes qui accompagnent le cheminement du quartier, qu'on a imprimé un peu comme une trave de manière répétitive sur ce petit triangle et qui a dessiné naturellement des principes de grandes lanières. Ces grandes lanières, elles se sont pliées pour accueillir les fameuses 16 logements. Donc on a continué à donner la sensation que cet îlot pouvait être encore parcouru, franchi et qui pouvait demeurer quelque part un territoire du quartier plus largement. Alors le petit plan masse qui découle de cette observation de ce petit jeu-là, on voit qu'on a effectivement ces grandes lanières de logements qui se dessinent. On aperçoit quelques cheminements, quelques venelles intérieures dans le sens nord-sud qui vont
connecter l'îlot au quartier. On aperçoit la pointe qui demeure la plus végétalisée possible. Et puis on a aussi une grande venelle un peu plus large, transversale, qui va connecter les logements à une série de places de parking qui se trouvent à l'ouest, parce que l'idée, ça a été aussi évidemment tout de suite de faire complètement disparaître la voiture du cœur d'îlot. On est sur une parcelle tellement petite qu'il ne s'agissait pas de faire rentrer la voiture ou de la garer sous sa cuisine comme ça peut être demandé habituellement. Donc ces venelles, elles prennent leur sens parce qu'elles vont permettre d'accéder au logement tout en parcourant l'ensemble de la parcelle. Petite vue axonométrique qui montre bien comment le projet se découpe en lanières de logement, qui montre bien aussi comment on a tenté et parvenu à garder un maximum d'arbres, de végétaux. Et puis on voit se dessiner un peu la configuration du projet. Ce qui est intéressant avec ce principe en lanière très tramé, c'est que ça oriente naturellement l'ensemble des logements vers le sud. Tous les logements, les 16, sont orientés vers le sud. On verra qu'il y a une variation du coup dans les façades qui s'opère du fait de l'orientation. Une petite maquette qui montre qu'on a aussi travaillé sur un peu la ligne de ciel du projet. On verra qu'il y a différents niveaux qui permettent à tous les logements d'aller prendre des belles vues. On a travaillé sur une variation des pentes, qui sont des pentes qui sont végétalisées. L'objectif étant pour nous d'essayer de conserver une identité un peu paysagère à cet îlot-là. L'idée, c'était que ces toitures-là finissaient par brouiller un petit peu la limite entre l'architecture, notre projet, et le paysage un peu plus lointain. Voilà. Alors voilà le principe du projet. On est sur une coupe nord-sud, donc de la rue Léon Dehuse au nord vers la promenade de la Varenne. On a d'abord un premier groupe de logements qui se compose en grosse maisonnée d'un T3 surmonté d'un T2, avec un adressage pour le T3 sur la rue au nord, et puis un accès au T2 qui se fait par le cœur d'îlot. Dans le cœur d'îlot, justement, au milieu, on trouve des T4 qui sont en duplex, et puis complètement au sud, sur la partie la plus dégagée, on a des simplex, des T3 qui sont sur un seul et même niveau, et qui vont permettre, effectivement, par ces jeux de pente naturelle en plus du terrain, d'offrir des vraies vues à l'ensemble des logements vers la plaine et vers la Meuse. Un travail évidemment sur les logements. On a essayé de faire des logements qui étaient les plus qualitatifs possibles, ce qui voulait dire pour nous sans doute les plus éclairés possibles. Dans les Ardennes, on connaît un peu ça en Bretagne, la lumière, c'est pas tout à fait la même qu'ailleurs, donc il faut essayer de chercher au maximum la lumière. Donc, on voit là sur la maquette vue du dessus que on essaye d'avoir des logements traversants, mais qui soient des vrais traversants. C'est pas un T3 avec deux chambres à l'arrière et un séjour devant. C'est vraiment des pièces de vie qui vont s'éclairer de part et d'autre. Et puis cette maquette, elle questionne aussi la question du rapport à l'extérieur. Toutes les maisons, en tout cas celles qui sont au rez-de-chaussée, s'ouvrent à 100% au sud sur leur jardin, mais s'ouvrent par le nord. On pénètre dans la maison par le nord via des courettes. On a remis en place le principe de la courette qui peut servir à pas mal d'usages pour les gens. On verra que certains l'ont approprié, d'autres pas. Mais en tout cas, on avait envie d'essayer de redévelopper l'idée de la cour, d'accès à son logement. Donc voilà les premières photos. Ça, c'est les photos sur les maisons qui sont au nord. Je vous parlais de grosses maisonnées. Donc on voit bien qu'on a un grand T3 qui s'oriente directement vers un grand jardin. Et puis on a un T2 qui se trouve au-dessus, qui va permettre, par le retrait du jeu du séjour du T3, d'organiser une grande terrasse qui s'ouvre aussi naturellement vers le sud, avec des principes d'accès en escalier. On a un travail, j'ai peut-être des photos après, on a un travail sur ce projet-là de jeu de filtre. Il y a une progression dans la manière dont on voit l'espace public finalement dans son chez-soi, du public plutôt vers l'intime, avec différents jeux de filtres comme ça. Alors c'est des grandes claustras qu'on aperçoit ici dans une des venelles qui font des hauteurs d'étage, des hauteurs de rez-de-chaussée, qui vont permettre aux gens de se protéger. On a des logements et des jardins qui s'intimisent, qui ne sont pas forcément clos, qui ne sont pas complètement autistes, mais on va pouvoir se mettre un peu à distance tout en continuant à pouvoir s'interpeller, se croiser, se voir, échanger. L'idée de ce projet, c'était de pouvoir déambuler, c'était aussi de pouvoir créer des pratiques un peu collectives ou créer un peu de lien entre les gens qui vivaient déjà ensemble. Donc il y avait l'idée qu'ils continuent à vivre ensemble et à se voir comme ils faisaient auparavant.
quelques photos qui expliquent un peu ce que j'essayais de vous expliquer tout à l'heure sur le principe de ces toitures végétales pentées. Donc là, on se trouve dans un logement à l'étage, et on voit que ces grandes toitures végétales, c'est de la toiture végétalisée en bacs précultivés, qui sont comme des plaques qu'on vient poser sur les maisons. Il n'y a pas de principe de bande stérile ou de choses un peu moches qu'on peut voir habituellement, mais voilà, ça tend à essayer de diminuer la limite entre l'architecture et le paysage de la plaine notamment. Et puis ça offre, pour le coup, une vraie cinquième façade aux gens qui habitent et qui dominent ces toitures-là. Voilà, ça c'est des vues qui sont prises donc des logements cette fois-ci au sud, ceux qui se trouvent le plus proche de la limite sud. On va le voir, mais on a une vraie variation sur les façades. On a une dichotomie entre les façades est, ouest et nord par rapport aux façades sud. Les façades sud sont 100% vitrées, que ce soit pour les séjours ou pour les chambres. Vraiment, on se projette vers le paysage, ou alors on le fait rentrer, je ne sais pas très bien, c'est l'un ou l'autre. Mais on a une variation qui s'opère comme ça d'un principe de façade à l'autre. Les logements, qui sont des logements assez profonds, mais du coup, le fait qu'ils s'éclairent à la fois par l'avant et par l'arrière, on a une vraie qualité lumineuse dans ces logements-là qui marchent plutôt bien. Et puis en plus, on peut du coup quand même ventiler naturellement, mais on a vraiment une lumière qui se diffuse favorablement. Et tout ça, du coup, ça donne des façades assez différentes. On le voit ici, on a du fait de l'implantation toujours nord-sud des logements, et forcément des logements qui vont faire face à l'arrière d'une maison. Donc forcément, on a besoin d'intimiser des façades pour préserver l'intimité de ses habitants. Donc on a effectivement des façades un peu plus fermées, un peu plus intimes au nord et le long des Venelles. Et puis, dès qu'on le peut, on vitre au maximum pour que les gens captent un maximum de lumière. Voilà une vue maintenant sur le cœur d'îlot, la nuit tombante. Bon, les photos, elles sont un peu raides, elles sont un peu sèches. On est vraiment juste au moment de la livraison. On avait envisagé qu'il y aurait pas mal de végétation. C'était un peu un pari qu'on faisait. Mais on n'a pas été très déçus. Alors là c'est encore des photos de l'existant. On voit comment débouchent justement ces fameuses venelles qui vont permettre de traverser cet îlot. Et puis la pointe qu'on a réussi à demeurer suffisamment paysagère. Et donc j'ai quelques photos. Voilà. Alors on y est retourné, parce qu'on ne retourne pas forcément tout le temps quand c'est aussi loin. On a été assez agréablement surpris, parce que tout ce qu'on avait envisagé, imaginé, c'est un peu produit. Les gens ont vraiment investi leurs espaces. On voit que les jardins se sont largement végétalisés, qui recréent du coup de nouveaux filtres qui accompagnent nos principes de claustrat, nos principes de grandes tôles perforées. On voit que les courettes d'accès au logement, elles finissent aussi par fonctionner. Certains les ont investis par du végétal, d'autres par d'autres moyens. Et puis ce qu'on a trouvé aussi assez sympa, c'est que déjà les matériaux ont plutôt bien vieilli pour du bois, ça c'est 4 ans après, donc ça fonctionne pas trop mal. Et puis nos toitures végétalisées, elles ont aussi révélé quelques surprises. C'est-à-dire que les toitures végétalisées, elles varient aussi avec la saison, elles varient avec le paysage. Donc à l'automne et au printemps, elles sont plutôt ocre, plutôt rouges. Elles redeviennent vertes après, mais ça prouve que c'est un projet qui accompagne son environnement immédiat. Et puis voilà, donc tout le monde fleurit pas ces courettes, mais on l'investit, on peut y entreposer des vélos, des tondeuses, un peu tout ce qu'on veut, mais le jeu des claustras, le jeu des filtres, finit par participer quand même à quelque chose d'un petit peu propice à un épanouissement global. Personne ne vient empiéter sur l'espace public, ou en tout cas semi-public du projet. Et puis on peut même garder les chiens, je trouvais ça assez marrant. Voilà, donc on est assez satisfait du résultat, j'espère que ça tiendra longtemps. J'espère que je n'ai pas été trop long. Merci. Je voulais demander à Gwenaël. Notre ami vient de dire qu'en fait, ossature bois, vêture bois, et il a dit ensuite, il a enchaîné en disant, et c'est là que sont devenus, c'est de là que sont venus les problèmes. Et en fait, est-ce que ça veut dire qu'il y avait un problème de filière? Est-ce qu'il y avait un problème de... Parce que j'imagine que ce n'est pas un problème de construction, parce qu'on pourrait dire que la ossature bois, c'est facile. Donc, qu'est-ce qu'il y a eu de si compliqué dans cette affaire?
On est parti sur la filière bois puisque dans notre imaginaire, les Ardennes avaient ce type de filière et on a eu beaucoup de difficultés déjà pour trouver des entreprises et par la suite des dépôts de bilan. Donc des dépôts de bilan en cours de chantier avant le clos couvert. Des expertises, donc un chantier qui dure dans le temps, des reprises nécessaires dues au bois. Donc c'est un beau projet en bois, mais qui a eu quelques difficultés par rapport à cette matérialité. Voilà. Nous allons aller en Saône-et-Loire avec Patrice Mottigny. Donc Patrice, il s'agit là de... C'est presque banal, de logements basse consommation. Hein. Et là, pour le coup, toi, tu as choisi un système de construction mixte. Donc, parpaing et bois. Tu vas évidemment nous expliquer pourquoi. Alors, comment ça marche ? Le Creusot, ville industrielle. Oui, le Creusot, ville industrielle, donc en dernier Areva, avant les Schneider, et ville royale pour l'industrie. C'est-à-dire qu'il faut se rendre compte que le Creusot n'est qu'une ville industrielle, occupée dans son centre par des usines qui se renouvellent sur elles-mêmes, et de l'habitat qui est fabriqué par l'industriel. L'industriel, ou va fabriquer l'habitat directement, soit acheter les terrains, faire le plan d'urbanisme et vendre les plans ou donner les plans. C'est-à-dire qu'on est dans un endroit où, même avant les Schneider, on a une politique d'habitat, même après la Révolution française, c'est-à-dire depuis toujours, il y a une politique d'habitat qui est menée par l'industriel. Ils vont se renouveler, ils vont fabriquer des choses différentes. Donc le Creusot, c'est d'abord une verrerie royale, et ça va devenir donc le principal fabricant de canons et le principal fabricant d'obus, et maintenant le fabricant d'éoliennes et des bogies de TGV, etc. Ouais. Et vous avez peut-être entendu dans la presse les quelques problèmes qu'ils ont avec les fonds de cuve des centrales nucléaires. Bon. Donc c'est une ville industrielle. Et donc la question, comme tu l'as posée, était assez intéressante, c'est-à-dire que l'habitat a peu évolué, c'est-à-dire qu'on a des habitats du 18e, du 19e, du 20e, et il est de l'époque, chaque fois il est de l'époque. Mais les usines ont changé, les usines ont été rasées. L'habitat, il est de l'époque. Et la question que posait Billardon à l'origine, qui est assez la tienne, comment faire pour que nous arrivions à refaire du logement, dans du logement qui existe déjà et qui ne correspond en rien aux demandes. Donc, comment on fait avancer le flèche ? Ah, c'est bon. Donc ça, c'est le Creusot d'avant. C'est quelques photos du Creusot d'avant. Donc, les habitations, les usines centre-ville. Ah, pardon, oui, pardon. Les premières habitations. Et puis, en bas à droite... Oui, tu le feras. Très bien, merci. Vincent est parfait. Donc, en bas, vous avez la verrerie, qui a été remise en état après la guerre par les Schneider. Et bon, c'était juste une indication sur... C'est ça le Creusot. C'est ça le Creusot, début 20e. Alors, le Creusot, énorme avantage. De Villers a fait sa thèse avec Huette sur le Creusot. Donc, je tombe sur un endroit où il y a une connaissance, il y a un travail. Et de brillants sociologues font aussi une thèse sur le monde ouvrier au Creusot. C'est-à-dire que l'architecte n'intervient pas dans un endroit où il ne s'est rien passé, pas aucune réflexion. Il y a effectivement une réflexion et la famille Schneider a des archives. C'est-à-dire qu'on est dans un endroit où il y a une culture industrielle, une culture de l'habitat et il y a de la connaissance. Voilà. Donc là, j'ai remis simplement parce que ce n'est pas forcément très clair. Donc le parc de la Verrerie, il est en haut, là. Juste à côté, il y a la mairie qui est l'emplacement des anciennes usines. Hein. La ville qui a recréé la fin du XXe siècle, Billardon et les autres, le maire à la retraite maintenant, en faisant venir des architectes connus, en refabriquant des bâtiments relativement importants avec des architectes connus, ont pris la place d'une partie d'industrie. Mais l'usine qui est au milieu, là, elle est toujours là au milieu. C'est-à-dire que vous êtes
à droite ou à gauche de l'usine quand vous êtes au Creusot. Vous montez par l'est ou vous montez par l'ouest. Et après, ce qui est très intéressant sur le Creusot, c'est que c'est une ville vallonnée. Et l'industrie va mettre des voies ferrées entre ces différents sites et passer en tunnel de partie à d'autre. C'est-à-dire qu'on est dans un site vallonné, par exemple le grand axe vers l'usine qui est au milieu, là, il passe au premier étage de l'usine. C'est une ancienne route nationale qui traverse le Creusot, qui passe au premier étage de l'usine. Et au-dessus des autres rues qui font nord-sud. Notre terrain, c'est celui qui est encadré. Alors, c'est un concours en rue, c'est un concours d'urbanisme et d'architecture. Nous étions 3 équipes, nous avons gagné le concours. C'était un marché de définition, un des derniers marchés de définition, c'est-à-dire qu'on s'est rencontrés pendant qu'on travaillait, les 3 équipes, et on a affiné le programme. Ça a été une assez longue élaboration, plutôt extrêmement intéressante. Donc, le petit carré, c'est le terrain que l'on a, qui est un terrain en limite. Vous avez vu qu'en dessous, il y a des usines, et au-dessus, à gauche, il y a des usines. Et on est à la limite de la construction dans cette ville. On est à la limite de la construction. Alors, juste avant de rentrer dans le détail de la construction, ça, c'est la communauté urbaine du Creusot-Monceau. Le Creusot-Monceau, il y a quoi? Du charbon et de l'eau. L'eau, ça sert comme transport, comme moyen de transport pour emmener les pièces de fonderie en Allemagne, en Espagne et ailleurs. C'est-à-dire que nous avons au Creusot des bassins d'équilibre, des cours d'eau artificiels, des grands canaux, qui permettent d'amener des pièces lourdes. Donc, le Creusot, c'est une machine où l'industriel modifie son outil industriel tout le temps et où l'habitat reste tel qu'il est. Et pour suivre la question que Francis Rambert avait posée, et pourquoi donc aller habiter au Creusot aujourd'hui? C'est-à-dire, je suis dans une partie de ville qui est en partie vide, avec des parties de logements qui sont un peu dézinguées, et il faut fabriquer des logements pour éviter que les gens aillent habiter la campagne. Et Biardon-Compétey et vote Front National. Biardon, c'est l'ancien maire, l'ancien ministre. Donc, on est dans un endroit industriel. Alors, notre terrain, le voilà, c'est-à-dire qu'on voit bien un lotissement qui a été dessiné par les Schneider. Là, les maisons ont été achetées en plan, et notre terrain, il est la partie basse avant le rond-point circulaire que vous avez là. Donc, je suis en limite sud du Creusot, à un endroit où j'avais une forêt qu'on voit sur la photo aérienne, et une ferme qui appartenait au comité d'entreprise, et ferme qui va disparaître, forêt qui va disparaître. C'est-à-dire qu'on est en limite, et au Creusot, la limite, c'est la végétation. C'est un peu comme vous à Charleville, mais c'est la végétation avec des paysages très vallonnés, très loin, mais dans un endroit où il y a de la fumée, il y a de la production, il y a du monde, il y a des camions, il y a des trains, etc. C'est-à-dire qu'on est dans un endroit dense sur le plan de production. Aujourd'hui, on a des camions les uns après les autres qui transportent des fûts d'éoliennes. Tu passes? Alors ça, c'est le projet du concours. Le projet du concours, on a à ce moment-là puisqu'on est en rue et qu'il faut faire de la mixité, nous avons plusieurs bailleurs. Et il y a donc le PAC. Et puis, il y a, j'oublie le nom à l'instant, le bras armé de l'ANRU, avec le 1% patronal, qui est là et qui doit aussi construire des maisons, des logements. On doit construire des logements. Et notre plan masse consistait à fabriquer dans un endroit, vous voyez l'endroit, hein, avec des usines, etc. Il s'agissait de créer une mixité d'habitat pour que les gens aient plutôt envie d'habiter au Creusot plutôt que d'habiter la campagne. Donc, quelle valeur d'usage invente-t-on? Qu'est-ce qu'on fabrique à cet endroit-là? Quelle valeur d'urbanité fabrique-t-on pour que ce quartier-là présente un intérêt? Donc, ce qu'on avait fait, nous, c'est qu'on l'avait coupé du système routier autoroutier que vous voyez en bas à droite, donc au sud-est, et en créant une rue qui était horizontale, qui était une rue qu'on avait déviée. Je ne sais pas si vous voyez. On avait dévié cette rue-là, voilà. On avait fabriqué cette rue pour que les gens qui habitent là, les gens qui se promènent, ne soient pas pris dans le circuit des routes. Après, on avait prolongé les rues du Creusot, du plan Schneider. On les avait prolongées, pas systématiquement, mais en reprenant certaines. Et on avait aussi donc fabriqué des rues piétonnes qui permettaient de relier d'est en ouest des pavillons à des logements construits après-guerre par l'État, c'est-à-dire les plans types de logements sociaux
10 étages, 15 étages, escalier sans lumière, sans rien, et dans lequel il y avait des difficultés. On brûlait des voitures assez régulièrement à cet endroit-là. Et moi, je vais remplacer non pas cette génération de logements, mais une génération de logements des années 60 qui étaient des bâtiments assez étroits, acoustiquement catastrophiques, mais quel intérêt? Les gens y habitaient depuis tellement d'années qu'ils connaissaient tous leurs bruits mutuels, tous. Donc on a remplacé des maisons assez belles, au moins des immeubles assez beaux, dans lesquels il n'y avait que des personnes âgées. On ne les a jamais retrouvées. Parce qu'une queue de budget dans rue pour la démolition, on va donc démolir à peu près 5 ans avant de construire. Ils ne sont jamais revenus. Et puis, je pense qu'on les a fait mourir. Il y avait des personnes extrêmement âgées qui avaient le boucher, le boulanger, tout était organisé. Et nous, on arrivait pour créer une mixité sociale sans se récupérer, ce qui est l'inverse de ce que vous disiez vous, sans se récupérer les gens qui habitaient là. Et ce qu'on va simplement... On va le voir après dans les gens qui vont être installés dans ces logements-là, puisqu'on va finir qu'avec l'OPAC. La foncière logement, ce que je retrouve le nom, s'en va et va monter tous les prétextes pour partir. Pollution des sols, c'est-à-dire qu'on va avoir un espèce de grand cinéma. La foncière logement se dit, c'est quoi ce milieu? C'est quoi le Creusot? On avait donné notre accord, mais on ne va jamais réussir à louer. Donc la foncière logement trouve quasiment des vieilles batteries sur le terrain, on fait des analyses de sol, ce terrain est catastrophique, et ce terrain avait une catastrophe, c'est qu'il avait 2 galeries ferrées en sous-sol qui avaient été rebouchées par Creusot-Loire avec des remblais de hauts fourneaux. Donc c'était assez facile de trouver qu'il y avait des terrains pollués, mais ils étaient à 15 mètres sous le sol actuel, les remblais. Bon, ça a été une très longue bagarre et ça a failli annuler le projet plusieurs fois. C'est-à-dire qu'on est effectivement sur des galeries de chemin de fer, ce qui va poser des questions de construction, mais pas très grave, mais des questions de construction, et sur un terrain dont un des bailleurs va s'en aller. On va refaire le plan, vas-y. Et voilà les plans qu'on va faire après le départ du bailleur, et avec l'évolution entre le premier qui est à gauche et celui du milieu, qui est le final, on a le détricotage, pas voulu forcément par Billardon, le maire, mais par la communauté urbaine et par ces délicieux petits fonctionnaires qui ne voient pas pourquoi on crée de nouvelles routes, pourquoi on fait tout ce travail-là de tricotage, de liaison entre les différents quartiers. Et ma foi, comme c'est la communauté urbaine à qui la ville du Creusot a donné sa voirie, on tombe dans une technostructure qui se moque complètement de l'habitant, complètement des usages de l'habitant. La question pour eux, c'est de faire simple, rapide. Donc, on ne paye pas le projet déjà, il n'y a pas de projet routier. On se sert des esquisses de l'architecte pour son plan de logement, et on dit que c'est des plans d'exécution de la voirie. Donc vous voyez entre le plan du milieu, le plan de gauche et le plan du milieu, le tricotage lequel on avait énormément travaillé entre des copropriétés, des maisons individuelles, des anciens bâtiments, et nous, avec un certain nombre de voiries différents, vont complètement disparaître. Et il va nous rester quand même quelque chose. Voilà, alors ça c'est le plan masse de l'opération. Il y avait 46 logements, on va m'en enlever 15. C'est pas très grave, c'est pas une histoire très intéressante. Donc nord-sud, l'avenue de la République, qui est une pénétrante que vous avez à droite sur l'écran, qui est une pénétrante dans le Creusot, une pénétrante importante, et à gauche, la prolongation de la rue Hoche, qui est une prolongation d'une rue qui existait dans l'ancien quartier, et notre ensemble de logements. Alors pour l'ensemble de logements, on va donc être sur une fabrication, je ne dis pas une invention, une fabrication de qu'est-ce qu'on va faire là? C'est-à-dire, quelles pourraient être nos références et quelles sont leurs références? Merci De Villers. De Villers avait énormément travaillé sur les typologies. Les maisons creusotines étaient arrivées à un modèle, on était passé du dortoir à la maison sur 2 niveaux avec escalier. C'est-à-dire qu'il y avait un vrai travail typologique et on vous montrera une photo après, quelques photos après, non pas dans des lotissements mais en centre-ville, pour voir comment ces maisons creusotines qui s'étaient construites avec Schneider pouvaient avoir été reconstruites des gens directement à des endroits avec des escaliers extérieurs. Donc la maison creusotine est sur 2 niveaux, c'est une habitude. Bon, après, nous, on a repris dans la fabrication du logement ce qui pouvait nous intéresser pour fabriquer, pour travailler sur le mode de vie, c'est-à-dire sur qu'est-ce qu'on offre à ces gens-là. Qu'est-ce qu'on offre? Et là, donc Aurélien Herman est là, qui a été avec moi à cette époque-là dans le projet et qui travaille aujourd'hui chez Francis Solaire. Donc Aurélien a travaillé avec moi sur quasiment comment faire un livre pour que l'OPAC comprenne qu'il y a des modes d'habiter différents. Hein, mais pas du tout la bagarre, simplement leur montrer
que l'on peut avoir des séjours différents, que l'on peut avoir des distributions de chambres différentes, qu'on peut avoir une multitude de choses parce qu'ils avaient l'habitude du logement type, des logements habituels. Et nous étions partis sur l'idée que si on voulait habiter là, dans les conditions générales, il fallait qu'on ait une typologie qui présente des particularités. Donc là, le plan masse, tu passes à la suivante. Donc on a au milieu de notre opération une rue qui était la prolongation d'une rue qui existait et qui allait des logements sociaux qui vont être conservés jusqu'à ces derniers jours aux logements qui étaient des logements d'une copropriété, donc qui était la coupure en deux de notre opération, sachant qu'on voulait diviser la taille, redonner un dimensionnement qui était le dimensionnement habituel, qui était un dimensionnement connu. Donc ça, c'est la rue du Genêt qui va découper une opération nord et une opération sud. Et verticalement, vas-y. Donc, change de photo. Avenue de la République. Donc ça, c'est la photo de couverture. C'est-à-dire le paysage de l'avenue de la République, de l'opération sur toute sa longueur. Et là, donc, un travail assez important sur ce qu'on reprenait dans des modèles anglais, le close. C'est-à-dire que on voulait réunir les logements autour d'espaces communs qui étaient soit une place, des jardins, qui étaient l'allée plantée du milieu, qui étaient les jardins plantés du milieu. C'est-à-dire qu'on rentrait dans l'opération et quand on rentrait dans l'opération, ce n'était pas une raquette qui permettait de se tourner, c'était au contraire un lieu qui devenait intime mais public. Intime à l'opération, mais public et quand même ouvert sur l'extérieur, avec le stationnement des gens qui n'habitaient pas là, avec donc des correspondances avec nos opérations de logement. Et donc, et vous avez un des plans de végétalisation sur la gauche. Mais attention, ce n'est pas nous qui avions les voiries à faire, ce n'est pas nous qui avions les plantations à faire, et il ne va se planter que des arbres et des arbustes sur nos terrains à nous, et la communauté urbaine va supprimer tous les autres arbres. C'est de l'entretien. Bon. Pensez donc, monsieur l'architecte. Nous avons donc en deux opérations qu'on va appeler les villas, qui sont le long de l'avenue de la République. Ouais, c'est rien. Sur l'avenue de la République, et de l'autre côté, des maisons-jardins qui sont entre la grande allée du milieu, qui est un jardin, et l'opération d'un de mes confrères sur la partie ouest. Là, tu peux y aller. Donc ça, c'est pour montrer dans l'opération les distances par rapport à l'entrée, c'est-à-dire le plan masse, qu'est-ce qui permet? En bas à droite, vous avez l'entrée dans une des maisons d'une villa avec vitré la porte du logement, en bois la porte sur la courette. Nous avions aussi des courettes comme vous. L'expression n'était pas la même, mais j'ai retrouvé beaucoup de vos mots dans ce qu'on avait fabriqué. On verra tout à l'heure nord-sud. Nous sommes complètement nord-sud. C'est-à-dire que c'est complètement vitré au sud et c'est relativement fermé. Et on a les mêmes questions que vous. Qu'est-ce qu'on fait de l'éclairage arrière, de l'escalier, au moins des pièces arrière pour le jardin de celui qui est de l'autre côté. Donc sur la partie à droite, on a les deux portes. Sur la partie en haut, on voit bien comment on rentre dans les ensembles villas. C'est-à-dire que, vous voyez, il y a un parking et puis derrière, il y a les maisons. Et là, c'est sur les maisons-jardins. Alors, vous avez des photos d'avant les plantations, d'avant même mes plantations à moi, où il n'y a que le bois, que l'acier, et il y a la végétation, elle n'était pas là, et du reste, toute la végétation a été reprise parce qu'elle a été posée sans être arrosée, et à une époque où il faisait un peu sec, et donc toute la végétation est morte, elle vient d'être plantée. Donc vous avez là les distances d'accès au logement individuel, et de l'autre côté, les différents types d'accès. J'ai voulu remettre ces éléments-là pour montrer la relation entre la partie privée et la partie collective. Tu peux y aller, Vincent? Voilà, ça c'était un jardin revu par les services de la collectivité territoriale, c'est-à-dire que c'est un endroit sur lequel, en mobilette, en moto, en n'importe quoi, on peut atteindre des vitesses relativement impressionnantes. Nous avions dessiné un jardin. Bon, alors ce qui est très étonnant, c'est que après m'avoir dit que le jardin présentait des difficultés, là ils sont en train de faire un jardin de pierre. C'est-à-dire, effectivement, pour que les mobs aillent moins vite, on met des dolmens, on met des choses en pierre. C'est vrai que l'entretien est moins important que pour la végétation, mais ce n'est pas du tout le même effet. Et j'espère comme vous que les gens, parce qu'on voit ce qu'ils y font, c'est eux qui vont finir par planter. C'est-à-dire que c'est plutôt les gens qui habitent les maisons qui vont plutôt finir par planter dans l'espace public pour éviter les motos, pour éviter ces choses-là, pour que ça devienne pour eux attrayant.
Bon, tu peux... Alors ça, c'était des endroits... Ça, c'est le Creusot. Bon. Vous voyez l'état du bâti, mais on a repris ces photos-là pour, vous voyez, les escaliers, les parties d'étage. C'est-à-dire qu'on est toujours dans un système de superposition. On est toujours dans un système d'addition, c'est extrêmement particulier. On a très peu de maisons à rez-de-chaussée. La maison à rez-de-chaussée est une invention d'aujourd'hui. L'OPAC voulait que je construise que des maisons à rez-de-chaussée. Et quand j'ai fait plusieurs R+2, mais c'est passé jusqu'au maire, hein, pour avoir le droit de passer en R+2, et on a fait un sondage auprès des habitants du Creusot pour savoir s'ils oseraient habiter des logements R+2. Aujourd'hui, c'est la dispute pour avoir les logements R+2, parce que la vue est absolument inoubliable. Bon, tu peux passer juste après. Alors ça, c'est les villas, qui sont des groupements de 4 maisons. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, puisque je dépasserai complètement le temps, mais là, j'en profite juste pour dire comment c'est construit. Donc, on a construit par ensemble, c'est-à-dire qu'on a monté de la maçonnerie de 15, qu'on a plâtré. Hors de question d'y mettre le moindre placo, parce que le placo, ça se fout le camp tout de suite, on plâtre et on absorbe l'humidité. Là, je suis comme un vieil architecte normand ou ailleurs, ou parisien, j'utilise du plâtre pour traiter le problème d'hygrométrie. Hein, j'invente rien. Et sur ce mur-là, je vais mettre une peau isolée par l'extérieur, avec un bardage bois isolé par l'extérieur. Moi, ça fait très très longtemps que je fais comme ça, donc j'avais l'habitude. C'est-à-dire que ça, ce sont mes Xème maisons mixtes que je construis. Donc j'avais l'habitude, et après, pour permettre que mes entrepreneurs ne fassent pas faillite, ne soient pas dans une situation difficile, tous les gens du bois vont être dans la préfabrication. J'ai des caissons, c'est-à-dire que les caissons sont préfabriqués en atelier, et ils viennent être livrés avec une grue. C'est-à-dire que, et pour la serrurerie, par exemple, j'ai exactement la même chose, les choses sont préfabriquées et viennent être posées. C'est-à-dire que j'ai des opérations successives. Dans le logement social, dans des opérations de cette taille-là, où je vais avoir un petit maçon, construire 31 maisons, ça va se dérouler quand même dans le temps, parce que j'ai une petite équipe de maçonnerie qui va monter. Il faut absolument que le charpentier ne soit pas à la remorque tout le temps, il fabrique et il pose. Bon. Donc c'est ce qu'on avait fait, il faut que le serrurier fabrique et pose. Et il faut surtout, parce qu'on a sur notre façade sud, on a des façades rideaux en bois, elles sont préfabriquées et ils viennent les poser. C'est-à-dire qu'on est dans une situation d'opérations successives avec des entrepreneurs successifs qui viennent. Et cette fabrication en feuilletage m'apparaît extrêmement important. Tu y vas. Alors ça, donc c'est des jardins différents, c'est des logements différents. On ne se rend pas très bien compte de ce que ça va donner avec la végétation. Donc ça, ce sont les maisons-jardins qui sont une lanière de terrain, une lanière de maison. Et le jardin sert toujours de distribution pour arriver du parc de son box à sa maison. On a un chemin dans le jardin et la maison a un accès sur le jardin vertical qui fait toute la hauteur. Et on a toujours au moins 2 accès totalement différenciés, un par la voiture et l'autre à pied. Au moins ces 2 circulations-là. Bon. Après, dans le logement proprement dit, mais je pense qu'on va le prendre dans la typologie par la suite. On peut passer. Alors ça, c'est le système de séjour. C'est le système. Alors ce que l'on va réussir à faire et à persuader, c'est que nous avons systématiquement une pièce en plus. Nous sommes dans les surfaces du logement social, mais vu le travail sur le dessin et la rigueur de construction, nous avons gagné à peu près 17 mètres carrés par logement. Pas les 2, mais tous les autres. Et vous avez donc au rez-de-chaussée la cuisine, salon, et au premier étage, une autre pièce qui est prolongée par un grand balcon d'un mètre 17, pardon. Donc je dirais que c'est ce qui fait un très grand plaisir pour les gens qui y habitent, parce que j'ai énormément de familles ou recomposées ou de familles musulmanes qui ont d'autres types de rapports hommes-femmes, c'est-à-dire pendant que les femmes ont certaines activités. J'ai eu une multitude de réactions sur l'usage possible de la pièce en plus, mais pas la pièce en plus de chambre, hein, qui pouvait devenir chambre si on le souhaitait, mais qui était aussi une pièce publique qui pouvait être en plus. Ça a été effectivement un des lieux d'appropriation des logements extrêmement efficace. Alors là, on voit, donc je fais juste on va visiter les logements les uns après les autres assez rapidement. Donc rez-de-chaussée en bas, j'ai donc la cuisine séjour. Après, j'ai une salle de bain qui donne toujours sur l'extérieur, redoutable combat, avec une grande porte qui donne toujours sur un espace extérieur.
voir le zizi, non. C'est vraiment, avec l'OPAC, j'avais déjà eu ça avec d'autres personnes, c'est-à-dire la salle de bain doit être fermée. Hein, c'est pas possible de vivre avec une salle de bain où on pourrait par hasard voir le bout des cheveux en train de se laver. Mais on verra que par la suite, j'ai aucun problème sur les salles de bain. Donc les salles de bain se donnent toujours par une grande vitre sur l'extérieur, et j'ai toujours de l'autre côté donc la chambre. Donc là, je respecte la réglementation handicapée, auquel il tenait absolument, et en plus, j'ai une relation à l'extérieur qui est quand même assez multiple. Premier étage, une chambre, une autre pièce d'eau, et la pièce en plus. Est-ce qu'on peut changer? Donc ça, c'est les plus petits. Alors ça, c'est le logement d'après, et il va y avoir un troisième séjour auquel je ne croyais pas au début, mais qui va s'appliquer extrêmement intéressant. C'est celui qui est à droite au rez-de-chaussée, qui est extérieur vers la porte d'entrée. Quand j'ai vu l'usage, c'est-à-dire qu'à cet endroit-là, à 15 mètres de la porte d'entrée, ou à 10 mètres de la porte d'entrée, se tient la famille. Certaines familles se tiennent là, et accueillent, et la maison reste privée pendant très longtemps. C'est-à-dire qu'il y a toute une correspondance entre la porte et cet espace qui est à l'abri, que vous voyez sur la photo en haut, qui est maintenant extrêmement meublé, avec des buffets, avec tout ce qui est nécessaire pour pouvoir offrir le thé, fumer, discuter, et que ce soit avec des familles de différentes confessions. C'est extrêmement intéressant de voir comment cette troisième pièce devient un outil de socialisation. Donc j'ai au rez-de-chaussée le même principe qu'on a vu tout à l'heure, et à l'étage une pièce, une chambre en plus, et la pièce en plus, que l'on traverse pour aller dans la chambre. Et toujours un balcon distributif, on peut accéder dans la salle de bain au premier étage par le balcon, et on peut même ouvrir la porte de la salle de bain du premier étage quand on est en train de se doucher, c'est-à-dire qu'on est plein sud, il y a de la lumière, on peut même faire sécher les serviettes, donc il y a un contact réel, je dirais presque charnel avec la lumière et l'extérieur. Tu peux y aller? Donc ça, vous avez en haut à gauche la salle de bain d'étage, voilà, sur son balcon, et vous avez là, dans ces photos-là, une distribution auquel on a beaucoup tenu, qui était une distribution le long de la façade, c'est-à-dire une distribution, certains diraient assez parisienne, assez urbaine, c'est-à-dire que le parcours s'effectue le long de la façade, le long de la lumière, plein sud. On a ce parcours en haut avec le balcon, et on a ce parcours avec le jardin en bas. Changer, voilà. Alors là, c'est donc un logement de ce que j'ai appelé les villas. Ceux qui habitent rue de l'avenue de la République peuvent rentrer directement avenue de la République. Ils ont une porte. Il a fallu beaucoup de salive pour garder la porte avenue de la République. Parce qu'à quoi ça servait? Il y en avait déjà 2 autres, vous vous rendez compte? On a 3 portes pour entrer, avec toutes les difficultés qu'on a. Est-ce que vous croyez que c'est malin de garder cette porte-là? Elles sont là, et elles sont extrêmement utilisées. Bon. Non, oui, c'est mieux. Alors après, vous avez donc, ça c'est un logement à rez-de-chaussée, la fenêtre de la chambre à droite, et le séjour en haut. Vas-y. Alors ça, c'est toujours un logement à rez-de-chaussée, donc avec 2 chambres, une qui donne sur le séjour, et l'autre qui donne sur le complexe, salle de bain, etc., le nœud. Et vous avez toujours la courette, tout au moins la petite cour, avec la salle de bain et un cellier extérieur. Alors ça, je suis sur les logements à étage, là, et on a donc le séjour du premier étage, la pièce en plus, l'escalier, la courette qui va sur le cellier, que vous avez avec la photo aérienne, et puis le plan du logement de rez-de-chaussée et d'étage, comme on a vu précédemment. Donc ça, c'est une variation. Ça, c'est le R+2. Il y a un peu trop de soleil pour qu'on voit, donc c'est plein sud. Donc au niveau chaleur, parce que c'est une question, nous sommes largement BBC, on n'avait besoin d'installer que 2 kilos, mais comme il y avait de l'argent de la région, de l'argent de l'État, il a fallu mettre des chaudières extrêmement sophistiquées, qu'aucun de nous ne sait régler, hein. Aucun utilisateur n'y arrive jamais, et d'y ajouter des panneaux solaires de production d'eau chaude, parce que comme beaucoup de familles ne sont pas là l'été, je dis ça en rigolant jaune, on est à peu près sûr que les chauffe-eau solaires cassent dans l'année ou l'année suivante, par surchauffe en été. Bon, donc les maisons étaient conçues de telle façon qu'elles soient quasiment autonomes, hein. Le vitrage est de grande qualité, nous pose des problèmes, mais de grande qualité, et tous les débords de toit ont une raison thermique, c'est-à-dire qu'ils sont tous calculés pour éviter un ensoleillement à certaines périodes de l'année. Donc dans l'ensemble, on a une maison qui a
qui est passive, avec une certaine inertie. C'est pour ça que je ne l'ai pas fait en bois complètement. C'est-à-dire, le parpaing m'intéresse parce qu'il apporte de l'inertie. Les murs nord sont toujours pleins. Hein, donc je peux accumuler du frais comme je peux accumuler du chaud. Donc je fais extrêmement attention, ça c'est un sujet qui m'a toujours intéressé sur les maisons solaires que j'ai fait. Attention à l'inertie, attention à ça, et arrêtons de nous précipiter sur les maisons en bois, parce que les maisons en bois n'offriront jamais d'inertie, ou alors il faudra attendre d'avoir la génération suivante d'isolants thermiques qui ont une certaine inertie, et dans ce cas-là, on pourra travailler sur la maison en bois complète, mais autrement, on a d'énormes problèmes d'inertie, on a des surchauffes, alors c'est très bien pour le calcul du BBC, mais dans la vraie vie, quand vous ouvrez la fenêtre, vous faites tomber la température, elle prend un temps fou à remonter, tandis que quand vous avez un mur qui a accumulé la température, qui a accumulé du chaud ou du froid, la pièce récupère très très vite. Vous pouvez ouvrir la fenêtre, tout va bien. Je crois que c'est fini après. Oui, après c'est rien. C'était au cas où on parle de construction. Merci pour cette visite approfondie. Non, au contraire, très passionnante. Chantier complètement ce que je disais tout à l'heure. Dans le micro. C'était pas les 3 seuls collaborateurs qui ont travaillé là-dessus, mais ça a duré tellement de temps qu'il y a vraiment eu 5 générations. L'opération a failli s'arrêter, et ce que je disais tout à l'heure, elle ne s'est pas arrêtée parce que l'ANRUM a à la fin rendu un grand service, a dit à l'OPAC, si vous ne construisez pas, vous remboursez. Voilà. Très bien. Vincent Cornu, là nous sommes à Reims, dans un contexte... il y a beaucoup de choses qui sont partagées, l'idée de la maisonnée, l'idée d'être dans une relation, un vide sportif, hein, où il y a plein de choses, mais il y a un atout supplémentaire qui est cette pièce de patrimoine, la Cité-Jardin, qui est quand même un modèle. Donc j'imagine que là, l'architecte, il est dans une autre type de relation par rapport au contexte creusotin, c'est comme ça qu'on dit, creusotin. Oui, alors ça marche. Pour introduire effectivement ce contexte particulier de Reims, dire d'abord que Reims c'est une ville reconstruite. C'est vraiment un contexte de reconstruction et de reconstruction de la Première Guerre. Donc c'est une reconstruction très différente de la reconstruction de la Deuxième, parce que c'est une reconstruction à la parcelle. C'est-à-dire on est reparti des parcelles. Donc il y a toute une culture de la reconstruction qui se distingue notamment par toute cette architecture en béton. Là, ce que vous voyez, même les toitures, tout est en béton. Une architecture Art Nouveau absolument remarquable. Et puis, un ensemble, encore une fois, toute une culture qui se met en place avec des débats. Des débats, par exemple, autour de la cathédrale et de la reconstruction de la charpente de la cathédrale. Avec ce débat, vous savez, après-guerre, il y a cette question qui se pose, puisque la charpente la cathédrale avait été bombardée. C'est assez vite, d'ailleurs, je crois que c'est en fin 14 ou 1915. Donc c'est un traumatisme, mais même en Allemagne, c'est quelque chose qui est... ça choque par-delà, effectivement, le pays. Et après la guerre, enfin, je raconte cette histoire parce que je la trouve assez intéressante, se pose la question, il y a un débat, savoir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on... alors, il y a deux thèses, de dire on laisse comme c'est, et c'est une manière de dire plus jamais ça. Et puis, il y a une autre thèse qui dit, ben non, il faut reconstruire la charpente. Finalement, c'est la deuxième qui l'emporte. La deuxième, c'est les Américains qui disent il faut reconstruire, comme c'est eux qui paient la reconstruction en partie, hein, beaucoup. Voilà, ça va être cette charpente qui est d'ailleurs qu'on peut visiter, qui est absolument remarquable, qui est en élément de... vous m'entendez ? Oui. En élément de béton, c'est une superbe charpente. Donc tout ça pour dire que c'est ce contexte, c'est ça aussi là-dedans que vont naître les grands opérateurs de Reims, les grands bailleurs qui sont l'effort, tu en parlais, l'effort rémois, la rémoise d'habitation et le foyer rémois. Et donc cette cité-jardin du chemin vert, là que vous voyez, qui est ici par rapport à Reims, alors vous voyez que c'est une emprise
énorme en fait, qui est à 1,5 km de la cathédrale et qui, ça correspond presque à l'ancien centre Reims, c'est 45 hectares. 45 hectares pour 617 habitations réparties dans 317 maisons. Donc ça veut dire qu'il y a déjà cette notion de maison accouplée ou de maison partagée qu'on va voir ici. Donc juste pour dire que notre terrain d'assiette ici se situait juste en rive de la cité du Chemin Vert. Donc évidemment, la première prise de connaissance du site, c'est cette traversée de la cité du Chemin Vert qui est évidemment d'assez extraordinaire parce que quand vous avez 300 maisons, 317 maisons réparties sur 45 hectares, c'est quand même assez rare aujourd'hui. C'est des jardins, ça veut dire des jardins de 300 mètres carrés en moyenne, 300 mètres carrés. Et pour des maisons assez petites, parce que les typologies, c'est entre 32 et 65 mètres carrés. Les plus grandes maisons font 65 mètres carrés. Alors, ici, vous avez quelques vues juste après la construction, à côté d'une caserne ici. Vous voyez juste avant, c'est qu'ici, il y a une caserne, qui est la caserne Jeanne d'Arc. Donc, on est intervenu dans le cadre d'une ZAC, en fait, la ZAC Jeanne d'Arc, à côté de la cité du Chemin Vert. Voilà. Et puis, vous avez la cité jardin, c'est pas seulement des maisons, c'est aussi une maison commune, une maison pour tous, une maison de l'enfance qui n'est pas là, avec bibliothèque, avec salle des fêtes, une grande salle des fêtes, 500 personnes, et puis beaucoup d'enfants. Je crois que dans la population des enfants, je lisais qu'il y avait à un moment, dans les années 20, il y avait plus de 2000 enfants et 150 adultes. C'est-à-dire que c'est une cité-jardin pour reloger des veuves avec des familles nombreuses, des familles de 6 à 8 enfants. Donc c'est au départ, il faut imaginer que c'est une cité-jardin avec beaucoup d'enfants. Et puis on aperçoit là, alors on aperçoit ici certains types très particuliers. Je vais développer un petit peu là-dessus. Juste l'église, pour citer l'église Saint-Nicaise aussi, alors ce qui est remarquable, c'est que c'est vraiment la synthèse des arts illustrés, puisque vous avez des vers de Lalique, vous avez des peintures de Maurice Denis, vous avez des ferronneries qui sont remarquables, vous avez des œuvres de Jacques Simon, des œuvres, enfin bien d'autres, et puis d'un architecte qui s'appelle Augurtin. Donc ça, c'est une église un petit peu byzantine. Et tout est encore dans son jus, c'est-à-dire que les fauteuils, les chaises sont dessinées aussi. Enfin voilà, c'est pour dire que cette caractéristique du maître d'ouvrage, c'est que le maître d'ouvrage de l'église, c'est aussi le foyer Rémois. Le maître d'ouvrage de la maison commune, c'est le foyer Rémois. De la maison de l'enfance, voilà, ça va très loin. Bon, tout ça avec derrière le fondateur, c'est Charbonneux, le fondateur du foyer Rémois. Voilà. Et puis cette carte qui est assez intéressante parce que vous voyez toutes ces couleurs là, c'est les 14 types de maisons différentes, avec des maisons parfois individuelles, parfois accolées à 2, parfois accolées à 4. Et puis il y a ce type qui a donné naissance au projet, enfin en tout cas qui a initié la réflexion sur le projet, c'est le type K. En fait, c'est un 4-4. Enfin, j'appelle ça un 4-4 parce que voilà, il est coupé en 4 avec 4 maisons, c'est 4 duplex associés. Et voilà, ça donne une maison qui a ceci de remarquable, c'est son ampleur, c'est-à-dire c'est quelque chose qui se déploie sur 25 mètres, près de 25 mètres. Et ce qu'on remarque tout de suite, enfin bon, c'est une expérience que peut-être chacun a fait, mais là on l'a fait, c'est que quand vous habitez un quart de la maison, en fait vous habitez la maison entière. C'est-à-dire que c'est le même phénomène qui se passe quand vous habitez un petit logement dans un quartier, en fait vous habitez le quartier. Ou vous habitez une chambre à Paris, vous habitez Paris. Vous habitez le tout, habitant une petite partie de la maison. Donc c'est à partir de ça qu'est venu ce thème de la maison partagée, de la maison à partir aussi alors de ce type qui a ceci de remarquable, il est placé à des endroits stratégiques. Vous avez ici cette espèce de grande place, la maison commune, et ici, tac, tac, vous en avez deux, c'était la vue juste avant là, voilà, c'est cette vue-là, c'est celui-ci.
Donc à un moment, il a un rôle, il a une présence très forte, et on n'est pas effectivement dans la petite maison. Ou alors, vous avez ici également, tac, tac, à l'entrée, où vous avez, voilà, à plusieurs endroits stratégiques, on trouve cette maison. Donc je passe assez directement au projet. Ça, c'est une vue aérienne du projet réalisé. Et si je vais pointer là, ici, la maison commune, l'église qu'on a vue, et puis ce fameux type K qu'on trouve ici, qu'on trouve là, donc à des endroits, vous voyez, à des endroits stratégiques dans les parcours urbains. On en trouve ici, on en trouve là. Ils ont une caractéristique, peu ou prou, parce qu'il y a des petites variations, ils sont est-ouest. Et c'est normal, puisque le 4/4, donc chacun a... Ça ne pourrait pas marcher en nord-sud, enfin, où ça marcherait mal. Donc il est orienté. Or, nous, notre terrain, il est orienté strictement nord-sud, enfin, donc avec une face nord, une face sud. Donc ça ne peut pas être la même, ça ne peut pas être des 4/4. Donc on est parti sur un autre principe, et un principe de traversant. Le même principe de maisonnée, alors on arrive sur des... Là, après, puisqu'il y a le travail du projet, donc on n'arrive pas forcément sur les mêmes dimensions, mais si on prend le pas ici d'un creux à un creux, on est à 30 mètres, c'est-à-dire voilà, on a une amplitude de 30 mètres, 6 maisons, donc 6 x 30, 180, c'est un terrain de 180, avec des variations, on peut le voir ici, des variations ici et des variations là. Donc je passe sur ce principe qui est une des premières esquisses, qui dit qu'en fait c'est très simple, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Avec l'amplitude dont je parlais, 30 mètres, c'est ça. Ce qui permet à la fois d'avoir une distribution, alors là, pardon, c'est un détail un peu trivial, mais on a une distribution commune à 3 logements. Donc, on entre dans... c'est du collectif, puisqu'il y a 3 logements qui sont desservis. C'est juste le début, et c'est ce qui nous permet aussi d'éviter la cage, c'est-à-dire d'être dans du logement collectif, mais la fameuse cage d'escalier qui était contraire, je pense, à ce principe de la maison partagée. Donc ici, vous avez la réalisation avec ce principe d'une cour ici distributive, une cour qui fait 40 mètres carrés, elle fait 6 x 7, environ, un peu plus de 40 mètres carrés, et qui permet de distribuer à la fois ici, par un escalier ici, une petite coursive, 1, 2, 3 en haut, 1, 2, 3 en bas. Donc 6 x 6, 36, donc très vite, on sait que ce sera, on mesure. Alors, juste peut-être un mot sur la question posée par le maître d'ouvrage, qui c'était peut-être, je ne sais pas si ça arrive de moins en moins souvent quand même, le fait que à travers l'échange avec le maître d'ouvrage nous dit, bon, faites-nous un projet. Et en fait, le programme, on mesure le programme par le projet. Donc en fait, c'est tout à fait intéressant. On ne nous a pas dit, il faut telle répartition, donc on a pu se situer d'emblée plutôt dans une logique de projet que dans une logique de programme. Donc ce qui est assez rare. Et finalement, en fait, il se trouve que, parce qu'il y avait évidemment, comme dans chaque ZAC, il y avait une surface de chaude possible. Et finalement, on était au-delà de cette surface, parce qu'on va voir qu'on est finalement une densité qui est beaucoup plus forte que celle de la cité. La cité du Chemin Vert, on est à 15 logements à l'hectare. Et là, on est à 55. On est à 4 fois plus. Voilà. Voilà. Alors, montrer aussi dans un autre élément du site, c'est le fait qu'entre ce point-là et ce point-là, il y a 6 mètres. Il y a 6 mètres, donc ça veut dire qu'à chaque maison, on descend d'1 mètre. Donc ça veut dire que ce qui est partagé, il y a la maison qui est partagée, et puis il y a une histoire d'une chaîne de maisons, c'est-à-dire une chaîne, qui est une chaîne descendante, c'est-à-dire que chaque fois, là, on descend, et puis on monte, et puis on descend, et on descend 1 mètre plus bas, et puis on monte, et on descend 1 mètre plus bas, etc. Donc ça, assez vite, c'est ce qui est décliné, avec les variations aux extrémités qui permettent notamment de se retourner.
puisqu'on va voir, ce principe permet de jouer des orientations nord-sud, mais aussi est-ouest, par le jeu vous avez appelé baignoire au début, c'est peut-être pas une bonne idée de les appeler comme ça, parce qu'effectivement, c'est outropésienne ou ce qu'on veut, mais qui permettent de prendre des vues à l'est et à l'ouest. Donc très souvent, les logements n'ont pas seulement nord-sud, mais nord-sud plus est et nord-sud plus ouest. Alors, autre chose qui est importante, je montre ça, c'est que dans ce principe, en fait, tous les logements à un moment, ont un espace sous le toit. J'avais appelé à un moment, j'avais fait une petite lecture en disant sous un même toit. Ils sont tous sous un même toit, et même au rez-de-chaussée. Même au rez-de-chaussée, on est sous le toit. Et on va voir que du point de vue de l'habitabilité, c'est une chose qui n'est pas inintéressante. Voilà, donc ça, c'est si on progresse du rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage, et on va rentrer dans un logement dans la cour, on va regarder la cour, et puis un logement du premier étage, et puis un logement du deuxième étage. Mais d'abord, pour regarder la cour distributive, qu'on a vu tout à l'heure, on a un escalier qui revient directement du sous-sol et qui permet de remonter, d'avoir une distribution extrêmement simple depuis la remontée du sous-sol. Ici, le départ de ce qui dessert les trois logements, et puis deux logements qui sont ici distribués à gauche et à droite. Ça, c'est la vue depuis le nord, avec cette exception qui est une typologie en retournement, qui permet de se retourner et de voir la cathédrale, c'est-à-dire de se relier aussi au centre de la ville. Voilà, ici, donc, ce que je disais, c'est que la longueur du terrain, c'est 180 mètres par une largeur de 24 mètres 55. Voilà. Donc, la courée. Alors, je dis la courée parce que ce sont les gens on est retourné aussi pour faire une visite, et c'est comme ça qu'ils l'appellent. C'est là que se fait la fête des voisins, c'est bon maintenant. Et depuis cette courée, voilà, on aperçoit cet escalier, donc qui est accessible depuis l'extérieur, c'est pas fermé. Et on voit donc 1, 2, 3 logements qui sont accessibles par là, et un logement qui est accessible dans l'axe. Voilà, ici on est dans cette coursive, et on distribue donc ici l'un des logements. Et là, ce qu'on voit, bon, ça c'est, on peut dire, ça c'est l'Ubac, donc la face nord, et puis l'Adret de ce côté, avec les jardins qui font 7 mètres de profondeur, et donc des petites constructions qui permettent de donner une épaisseur à la limite entre les deux jardins. Là, les jardins sont beaucoup plus petits. En moyenne, ils font 65 mètres carrés. Bon, c'est déjà des bons petits jardins qui font 7 mètres. Là, on a 7 mètres de profondeur. Alors, il y a eu un sujet, comme on dit aujourd'hui, en cours de chantier. C'était ce mur qui est l'ancien mur d'enceinte de la caserne Jeanne d'Arc. Il se trouve que, et au départ, le foyer Rémois voulait le démolir, voulait démolir ce mur. D'autant qu'ils sont propriétaires, ils étaient propriétaires du mur, le sont encore, mais aussi d'une bande d'1 mètre au-delà du mur qui correspond au chemin de ronde. Voilà. Mais nous, on a milité pour que l'on garde ce mur, y compris avec ses ouvertures, parce que c'est ce qui permettait d'adosser cette opération à l'autre. Et on va voir qu'à l'autre, les 1 mètre de passage avaient été complètement investis. On verra des photos de l'autre côté. Donc en fait, le mur, c'était la condition qui permettait l'adossement et le fait que ceux de l'autre côté acceptent cette opération. Alors évidemment, ce qui simplifie les choses, c'est que le foyer Rémois est propriétaire, pardon, je reviens comme ça, est propriétaire de ce côté du mur, mais aussi de l'autre côté du mur. Ça aurait été beaucoup plus compliqué s'il y avait eu deux propriétaires différents. Voilà, ce qu'on voit là, c'est tout. On est tout à fait dans la dernière, donc on voit effectivement que assez vite ces abris, parce que quand on a convaincu le foyer Rémois, ils nous ont demandé de rajouter un abri jardin. Et nous, on a le long du mur, d'utiliser le mur comme, et on leur a proposé de les disposer plutôt comme ceci, ce qui permettait de ne pas, à la fois de ne pas rétrécir, de ne pas diminuer la profondeur du jardin,
mais aussi évidemment de gérer l'intimité entre deux jardins. Voilà, ça c'est à l'intérieur du premier étage, donc on est entré ici, ça c'est la vue qu'on a là, et ça c'est une vue qui est prise depuis ici, qui montre le fait qu'on a utilisé cette pente et au-delà. C'est-à-dire que visuellement, vous savez qu'à partir au-delà d'1,80 m, en dessous d'1,80 m, ça n'est plus habitable. Et plutôt que faire une paroi à 1,80 m, on est allé plus loin jusqu'à laisser environ 80 cm. C'est-à-dire pas jusqu'à la pointe de la pointe, ce qui permet visuellement d'agrandir. Et en fait, ce n'est pas pris en compte dans les surfaces. Donc c'était possible de le faire sans exploser, comme on dit, les surfaces, puisque c'était une surface qui était donnée naturellement. Et en fait, les habitants l'ont utilisé, on va le voir dans celle d'ensuite. Alors, ça, c'est la vue d'une de ces baignoires, ou c'est une vue qui est prise de là, et où on voit, dès le premier étage, on est projeté dans effectivement, la cité-jardin. Bon, plein sud, là c'est une vue, donc on est vers le sud. Mais ça c'était pour éviter aussi d'avoir les balcons qui donnent plongeant dans les jardins, et donc qui permettent, en les disposant en quinconce. Vous voyez que ces loggias donc, sont disposés en quinconce. Alors ça c'est quand on monte, donc c'est... alors juste la précédente, là on a pris cette deuxième porte, il y a une photo dans l'image suivante qui est prise d'en bas, et puis ensuite comme ceci. Voilà, donc d'en bas, ça c'est la porte qui permet d'accéder à cet appartement qui est au deuxième étage. Voilà, et ça c'est les deux sympathiques propriétaires là, qui écoutaient du Brassens, comme par hasard. Et voilà, et qui ont... en parlant, en fait, ils ont assez vite compris que dans cette maison, en fait, il fallait qu'ils repensent les mobiliers. Donc, ils ont réalisé eux-mêmes, ils ont parfaitement compris, vous voyez, cette utilisation, disons, de cet espace qui est inférieur à 1,80 m, mais voilà, qui permet à la fois de donner plus de sensation d'espace, et qui peut être aussi utilisé. Alors, ce qui se passe, c'est qu'aussi, vous voyez que dans les plans, il y a des parties qu'on a traitées en plat et des parties on a traitées en laissant la sous-pente. C'est-à-dire que ça permet aussi d'articuler différentes pièces. Voilà, ça c'est une vue juste qui est prise d'ici, donc où on voit de multiples traversants à travers une chambre, à travers le séjour, et à travers donc cette espèce de pièce extérieure qui est assez abritée. Et ça, c'est l'espèce de mur bahut d'arrivée de l'escalier. Voilà, ça c'est quand on est justement dans cette terrasse, et c'est la vue que l'on a de l'autre pente. Là, on aperçoit le mur d'enceinte ici, et de l'autre côté, la cité du chemin vert. Voilà, ça c'est côté jardin, donc je passe assez vite, vous avez compris ce que c'était. Alors là, on voit comment le projet réalise la limite, et travaille sur la limite entre la cité du chemin vert, et on voit de l'autre côté, alors côté sud, combien tout ça est très investi, et aussi, il y a une chose assez amusante, c'est qu'on ne le voit pas tellement sur ces photos, mais dans le creux, là, on aperçoit les immeubles des années 50, des immeubles des années 50 qui sont d'une autre échelle. Donc c'est vraiment une double vision, c'est-à-dire c'est la limite de la cité du chemin vert, mais c'est aussi une fenêtre vers les autres quartiers qui permet de passer d'une échelle à l'autre. Et les deux vues sont assez contrastées, puisque vue du sud, on a le mur, ce mur de l'ancienne caserne, et puis de l'autre, effectivement, on a un autre traitement, y compris dans la tonalité, puisque cette tonalité renvoie à la tonalité de la cité du chemin vert. Voilà, avant-dernière vue, c'est justement une exception, variation par retournement, c'est celui-ci, qu'on va voir aussi dans l'image à côté. Et ça, ce sont des images, ça c'est la vue que l'on a
ici, donc, où on aperçoit la cathédrale ici, donc par retournement, sachant qu'on peut l'apercevoir aussi depuis certaines terrasses qui sont vers l'ouest. Ça, c'est une vue vers chemin vert, Saint-Nicaise, etc., qui est une vue prise ici, avec là, effectivement, une terrasse de ce côté. Et ça, c'est une vue depuis le bas du terrain où on voit la fenêtre qui correspond à cette vue qui est là. Donc, retournement, variation, répétition, retournement. Voilà, et ça c'est on était là dans ce retournement qui vient un petit peu en avant, et on devine un petit peu, voilà, donc 6 mètres, ça fait 6 x 6, donc 1 mètre chaque fois de descente. Voilà, merci. Merci pour cette présentation. Et on a bien vu à travers ces 3 opérations que là, les architectes, à chaque fois, il y a un travail sur la géométrie, un travail sur l'urbain, un travail sur, comme on disait avant, la cellule du logement. On sent qu'il y a beaucoup de complexité dans vos opérations qui n'ont en fait rien de commun, si ce n'est le sujet. C'est que ce sont des approches très contextuelles en fonction d'un qui. Alors, ce que je voudrais vous demander, comment... parce qu'on parle de la maison groupée, on parle beaucoup de la maisonnée. Hein, t'as un joli nom presque suranné, hein, la maisonnée. Et comment c'est vécu réellement quand vous retournez sur les lieux, dans les Ardennes, au Creusot ou à Reims? Comment c'est vécu réellement dans ces venelles, toutes ces attentions que vous avez eues pour créer de l'urbain, créer de l'urbanité, comme le mot a été là? Patrice Mottigny, comment c'est vécu dans la réalité? Nous, on a une limite volontairement un peu floue entre l'espace public, semi-public et le jardin. On voit que la manière de s'approprier sa cour va déborder naturellement sur l'espace public. On voit des gens qui se baladent dans les fameuses venelles. Il y a du monde. On n'y retourne pas très souvent, donc j'ai pas pu faire une interview des différentes personnes. En tout cas, on avait eu des retours de la maîtrise d'ouvrage comme quoi ça se passait plutôt bien. Forcément, on avait eu quelques remarques sur notamment les surfaces entièrement vitrées, sur les principes de nettoyage qui n'étaient pas forcément top. Mais en tout cas, je dirais, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Puis on n'a pas encore eu de sinistres particuliers. Donc. Et si je peux rajouter un petit point, donc on est dans un contexte de relogement. Les personnes qui habitent cette opération habitaient juste un petit peu à côté sur un schéma très, très classique de maison individuelle collée et vraiment alignée, où il y avait très peu de lumière, avec des clôtures très hautes, peu de dialogue entre les différents habitants, même s'ils se connaissaient tous. Et un des objectifs aussi de l'opération, c'était de créer de l'urbanité, là où il n'y en avait pas nécessairement, et de créer des interfaces entre ces habitants qui se connaissaient, mais en leur offrant des espaces. Et comme on a pu le voir, donc les espaces privés ont été investis et les espaces semi-publics dans cette progression offraient aussi et offrent des possibles en fait à ces habitants. Au Creusot, comment c'est vécu? Parce que tu nous as expliqué en effet que par rapport, on a bien vu les étapes du projet avec cette progression et cette réflexion. Est-ce que finalement les atermoiements de la maîtrise d'ouvrage là ont permis de sortir un projet meilleur encore? Ouais, sûrement, je ne sais pas. Là, je ne sais pas. Je dirais que la maîtrise d'ouvrage, nous avons eu une révélation à un moment. C'est-à-dire que ce projet était une anomalie pour l'OPAC 71. Et au moment d'une réception avec l'ensemble des responsables et hors journalistes, l'équipe municipale, l'équipe de la communauté urbaine est venue avec le patron de l'OPAC et ils ont fait le tour. Ils n'ont rien dit pendant un certain temps. Ils n'ont vraiment rien dit et ils sont venus me dire merci. C'était assez étonnant parce qu'ils avaient quand même visité un truc auquel ils n'avaient jamais cru. Jamais. Ils se demandaient vraiment ce qui allait leur arriver. Alors pour l'installation après, c'est très particulier parce que c'est quand même fondamentalement un échec.
Parce que, pas l'échec de mon architecture, Ah mais oui. c'est un échec sur le logement. C'est-à-dire qu'on nous raconte des histoires de mixité, d'une nécessité de l'évolution de la ville, et en fait, on prend des populations, il faut bien les loger, hein, je suis complètement d'accord, et c'est le problème d'aujourd'hui au Creusot, on prend les mêmes populations, on les remet dans un autre environnement, mais on n'assure pas la transition de la ville. Il y a au Creusot en ce moment des jeunes cadres ou des jeunes techniciens qui viennent fabriquer des éoliennes qui ne peuvent pas habiter et qui passent devant et qui ne peuvent pas habiter. Ils ont des revenus qui sont 500 ou 600 euros ou 700 euros trop importants pour habiter là. Donc les gens qui habitent là sont extrêmement contents. Mais c'est bien, mais ce n'est pas suffisant pour fabriquer de la ville. Ce n'est pas suffisant que les gens soient contents d'être là, se servent de leur jardin, se servent de tout. On a, comme chez vous, des gens qui ont installé quasiment des résidences secondaires dans les cabanes. Il y a une multitude d'usages. Il y a des gens qui sont complètement emmurés qui ont clos leur jardin de façon très particulière. Il y en a d'autres au contraire qui ont laissé ouvert. Il y a une vraie vie. C'est-à-dire le travail qu'on a eu sur il faut créer des lieux, des possibilités de rencontres différenciées, ça fonctionne, mais ils sont toujours entre eux. C'est-à-dire les gens qui ont des revenus inférieurs au seuil sont toujours entre eux. Bon, et quand est-ce qu'on va arrêter? Alors qu'aujourd'hui, c'est vraiment un des combats qu'on a avec le Creusot, c'est-à-dire trouver des opérateurs qui ne soient pas obligés d'avoir des opérations complètement standards de gens qui seraient en dessous des seuils pour pouvoir assurer la mixité de cette ville et la faire redémarrer. Je suis ravi d'avoir fait 31 logements au Creusot, d'y avoir passé une partie de ma vie avec des collaborateurs passionnants, mais sur le fond, on loupe quelque chose. Je trouve que, et c'est pas le seul endroit où on loupe dans les grandes villes de province, où on loupe quelque chose sur le travail sur la ville. Mais alors, justement, Patrice, c'est important ce que tu dis là. Tu soulignes évidemment, parce que c'est le mot, c'est vraiment le mot dans l'air du temps, cette mixité. Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème d'échelle critique? Est-ce que là, justement, avec 31 logements, ça ne suffit pas? Il aurait peut-être fallu en avoir 310 pour arriver à faire ça, non? Non, mais pour aller 310 dans le sens. C'est-à-dire que la question qui se pose aujourd'hui et qu'on a essayé de faire démarrer, puisque nous avions une certaine aura avec ce qu'on avait fait, puisqu'on avait démontré qu'on pouvait fabriquer des espaces publics, fabriquer des espaces privés, permettre des implantations différentes, on a essayé d'aller prendre des îlots et de se dire comment on va travailler sur ces îlots. Ces îlots qui sont construits, comment on va réunir les propriétaires, comment on va réunir des locataires, comment on va réunir un certain nombre de gens pour se prendre un îlot et se mettre au travail sur le programme. Et on a tellement pris l'habitude, quand on fait de l'ANRU, de faire un répertoire total des toitures, des murs, de tout. Ils sont partis dans des études d'une précision folle, à la fois à Montchanin, à la fois au Creusot, à la fois... qu'on est sur la théorie, on n'est pas en train de se dire l'OPAC a fait ça et on n'a pas réussi à le faire avec la foncière logement, donc tirons des conclusions. On n'arrive pas à le faire, mais on a en ville des endroits où l'on pourrait assurer un travail de mixité. Et là, on est à leur disposition. Et c'est ce travail-là qu'il faut mener, c'est-à-dire comment on fait après l'ANRU pour faire un autre ANRU dans des parcs qui sont à la fois publics et privés. Et on a rencontré des SEM, et eux, ils disent, on n'a qu'à zaquer, on n'a qu'à faire une grande zac, et comme ça, on rase et on devient propriétaire. Mais non, et tous ces gens qui sont propriétaires, qu'il faudrait mettre dans le coup pour qu'on arrive à refabriquer une complexité urbaine. C'est ça l'enseignement que j'en ai. C'est-à-dire, on démontre la capacité qu'on a à fabriquer à cet endroit-là, en se mettant dans l'histoire, en ayant une relation avec le site forte. Maintenant, il faudrait qu'on puisse continuer. Voilà. Ça... Oui. Mais on peut peut-être parler d'une opération un peu expérimentale qui va donner peut-être d'autres... On verra. Hein. Non, non, mais est-ce que la ville a envie d'aller plus loin? C'est ça la question. J'ai pas vu pour le moment. Le maire a changé. Le président de la communauté urbaine a changé. Évidemment, la politique urbaine a changé. On ne sait pas. D'accord. Et alors à Reims, dans ces maisonnées extrêmement contextuelles, dans ce contexte dont on a bien compris, et merci pour tout ce chaînage historique très intéressant, on a l'impression que c'est déjà là, ils sont déjà contents. Ça se sent sur les photos presque. Alors, bon, c'est sans doute plus facile d'abord. Enfin, il y a quelque chose de plus facile. D'abord, le fait qu'on est tout près du centre, on est à 1,5 km de la cathédrale. Et la cathédrale, c'est quelque chose, enfin, vous êtes certainement allé à Reims, c'est quand même une présence incroyable dans la ville. Donc, c'est pas un hasard d'ailleurs si plusieurs des cités-jardins ont orienté leur plan directeur. Il y a la cité de la Maison Blanche,
qui est complètement orienté par rapport à ce monument emblématique ça va bien au-delà du caractère religieux, enfin où c'est le caractère religieux dans le sens étymologique de religere. Donc il y a quelque chose de plus facile dans le fait de cette grande proximité, ce vis-à-vis. Alors après concrètement, comment est-ce que ça vit? Bon, j'y suis retourné, j'aime bien retourner pour voir justement comment. Donc j'avais cherché, j'ai téléphoné, parce que j'ai demandé au foyer s'ils pouvaient téléphoner. Eux ne voulaient pas le faire, mais ils m'ont donné tous les numéros de téléphone. Donc j'ai appelé, j'y suis retourné avec Guillemette, Morel Journal, et on a fait des visites. Alors on a visité une dizaine. Donc pour dire comment ça se passe sur ces six maisonnées, donc organisées autour de Courret. En fait, sur les 6, il y en a 5 qui marchent. Disons. C'est-à-dire qui font des repas de voisins, les enfants jouent dans la cour, et tout ça. Dans une sur les 6, il y a un voisin qui ne supporte pas les cris des enfants, qui ne supporte pas que les enfants jouent donc il n'y a pas une ambiance de Courret, mais potentiellement c'est effectivement, en tout cas il y en avait 5 qui marchaient. Après les voisins, effectivement, quand vous visitez une opération de logement, forcément on vous parle des fuites ou du chauffe-eau qu'il a fallu changer mais l'accueil était plutôt chaleureux, était plutôt moi ce qui m'a frappé, c'est l'un des logements on a visité en rez-de-chaussée, très sympathique, très rez-de-chaussée plein sud avec un grand jardin, hein, et en fait à 10h du matin il faisait beau et les volets étaient fermés et la télévision était allumée et donc c'est toujours troublant quand effectivement on imagine une possibilité, mais ça c'est normal. Il faut savoir qu'on fait un jardin, on a planté des fruitiers dans chaque jardin, et après comment ça vit, c'est encore autre chose. Mais bon, en tout cas, moi l'impression que j'ai eue, c'est que effectivement ce regroupement par maisonnée marchait dans l'usage, c'est-à-dire que les gens se connaissaient. Là, ce qu'on a vu, la photo qu'on a vue sur la coursive, là, c'est 2 voisines qui se connaissent bien, donc il y a un rapport de voisinage. Alors pour revenir à la maîtrise d'ouvrage et au maître d'ouvrage, le maître d'ouvrage d'ailleurs Philippe Villers, le directeur du foyer et moi, qui a prié de l'excuser parce qu'il aurait bien aimé être là. Il ne pouvait vraiment pas. On va le réinviter la prochaine fois. Voilà. Mais à la fin, il a dit... ils étaient très partisans et il m'a dit un truc comme, vous savez, on n'y croyait pas. C'est-à-dire qu'ils ont été très... ils étaient très étonnés. Ça les a très étonnés, ce projet, parce que le cahier des charges de la ZAC, d'ailleurs, qui était assez juste, qui parlait de ce rapport, mais qui avait plutôt préconisé des petites maisons isolées, où on verrait... moi, ça m'intéressait de travailler sur cette amplitude et cette espèce de générosité, parce que ces maisons K, comme on dit, elles ont une présence dans l'espace. Enfin, c'est des maisons, en même temps, elles ont un vrai rôle urbain. Donc c'est assez rare. C'est pas les petites maisons. C'était quelque chose de très. Et au départ, ça les a beaucoup surpris, cette espèce de. Et donc ils ont suivi et ils ont quand même. Il faut. Pour ça, je les en remercie. Ils ont suivi, y compris dans les implications que ça avait, parce que le fait de faire ça et d'être dans du traversant et on a des logements quand même. La moyenne en mètres carrés des logements, c'est 82 mètres carrés, et on a des logements qui vont de 50 à 120 mètres carrés. Et on a des tas d'exceptions. On a des tas de. Et en fait, ils ont accompagné. Ils ont vraiment accompagné ce que ça générait comme imprévu, y compris dans la logique des surfaces. On était peut-être c'était 2007-2011, donc et c'est vrai que le foyer rémois, comme l'effort rémois,
tu parlais de Marcelo tout à l'heure. Il y a une vraie culture et cette culture, donc c'est pour ça que j'ai parlé de la reconstruction, elle est enracinée dans l'expérience, l'aventure de la reconstruction, qui est quand même. Voilà. Prends le micro. À Reims, moi j'ai construit des logements à Reims il y a pas mal d'années. Le maître d'ouvrage vous fait visiter ce qu'il a construit depuis 30 ans. Et il vous explique pourquoi il a fait ça, avec qui il a fait ça, comment ça marche. Fier. Il en est fier, et les modifications qu'il va apporter en reparlant avec l'architecte, en reparlant avec ses habitants, c'est-à-dire qu'on est le bâtiment a de l'importance. Tout à l'heure, Vincent parlait de la reconstruction. L'étude de la reconstruction à Reims, c'est absolument passionnant. Cette guerre de 14 qui a tout rasé, et ces gens qui ont reconstruit patiemment ou sur catalogue, soit avec des architectes, avec la famille Saint-Saulieu, oui c'est ça, hein, avec un certain nombre de familles de grands architectes qui s'installent là-bas et qui rebâtissent sur le parcellaire. Et ils ont réussi à reconstruire cette maison sur le parcellaire avec une grande diversité. C'est-à-dire le bâti à Reims est important, et les bailleurs sociaux ont un contact, une pratique du logement, et ce que je voulais aborder, que j'ai peut-être assez dit, une pratique de à qui loue-t-on, c'est-à-dire le bailleur social, il a une difficulté, c'est que c'est souvent en commission dans la préfecture qu'on dit on attribue ces logements à un tel. Si bien qu'on attribue sans trop savoir à qui, et surtout sans demander aux personnes qui connaissent, parce que les bailleurs sociaux ont des gens qui sont sur le terrain et qui connaissent leur famille très très bien, et qui savent qu'il ne faut surtout pas mettre les machins avec les choses, et il faut répartir autrement, mais ça se passe souvent en préf. Ça se passe souvent en préfecture, alors qu'à Reims, ce qui est très intéressant, c'est que les Forêts-Moi et le Foyer Rémois avaient une politique de peuplement extrêmement intéressante, innovante, essayant quelque chose, c'est-à-dire que sur le long terme, faisant un vrai travail de diversité. C'est-à-dire que ce sont des gens qui récoltent beaucoup d'argent, qui font des opérations relativement importantes et qui évitent de mettre tout le monde pareil, suivant le même modèle, au même endroit. Ce qui est quand même une avancée. C'est-à-dire qu'à Reims, on diversifie les populations dans les immeubles, ou et ce qui est une opération très compliquée dans le logement social habituel. Voilà. Si je peux me permettre, on a vécu un peu l'inverse, nous, en termes de frilosité de maîtrise d'ouvrage, en tout cas au départ, puisqu'on avait une équipe qui était en place, d'ailleurs qui n'a pas suivi pendant toute la durée un peu compliquée du chantier que j'expliquais tout à l'heure. Mais ils avaient vraiment envie de faire quelque chose de différent. Ils avaient surtout envie que les architectes qui étaient là, jeunes, donc un peu résistants peut-être, aillent un peu au contact aussi de la population et les aident à se tirer une vraie épine qu'ils avaient dans le pied. Donc c'était les 16 maisons qui existaient, qui étaient là. On nous a rapidement fait confiance sur la manière de proposer des choses. On nous a rapidement, par contre, aussi demandé d'organiser des réunions publiques avec ces gens-là, qui étaient quand même dans une grande précarité. Malgré cette précarité-là, ils étaient quand même contre le projet, parce qu'on allait détruire leur maison qui avait des séjours qui faisaient 11 mètres carrés. Il faut savoir qu'il pleut pas mal dans les Ardennes, ils bougeaient leurs meubles à chaque fois qu'il pleuvait quand même. Donc c'était complètement nouveau d'avoir quelque part... alors des maisons en bois, c'était une évidence, mais d'avoir quelqu'un qui serait sain. La question qui nous a été posée, c'est est-ce que ça allait être humide à l'intérieur ? Évidemment non, mais le temps a fait qu'ils se sont... Alors c'est le temps, mais ils se sont complètement approprié le projet. On avait 2 ou 3 personnes en permanence sur le chantier qui n'étaient pas les représentants, ils étaient auto-déterminés représentants des habitants, mais ils étaient là, ils ont testé le bois, ils l'ont mis au barbecue pour voir s'il brûlait. Enfin, il y a pas mal, alors il brûlait pas, donc on s'en sort plutôt bien, mais en fait, on a appris à les connaître, on y a été relativement souvent, il y a eu un vrai travail de pédagogie à faire sur la manière dont on pouvait habiter en 2014. On est arrivé notamment avec une maquette, et les gens qui se connaissaient depuis longtemps avaient peur de certains, mais avaient envie de vivre avec d'autres. Donc ce soir-là, en fait, sur la maquette, ils ont presque choisi avec qui ils voulaient habiter. Pas nécessairement d'ailleurs au-dessus d'un jardin, où on se rend compte que ça a plutôt bien fonctionné. Par contre, ce qui fait tache d'huile, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'il y a une personne qui pose visiblement problème, qui doit être un peu dans le deal ou dans quelque chose qui est un peu compliqué et qui rend complètement fou les autres. Donc ça peut tendre un peu... l'atmosphère par rapport à ce que vous posiez comme question tout à l'heure. En tout cas, une vraie écoute de notre maîtrise d'ouvrage dès le départ, qui s'est tassée parce que les gens ont changé et ils n'étaient plus aussi impliqués dans la relation à ces familles. Et ils sont essoufflés aussi. Ouais. Enfin, ça sont donc les rapports de voisinage, ça existe partout. Moi, ce que je note dans vos 3 opérations, c'est qu'il y a donc toujours de l'expérimentation spatiale et dans les articulations, créer des pièces en plus,
on va explorer même avec quelque chose d'assez savant sur le calcul des surfaces qui sont référencées ou pas. Et puis eux aussi, ils essayent de trouver des choses. Donc finalement, on n'arrête pas de nous dire que dans le logement, c'est hyper normé, on peut rien faire. Vous démontrez tous les trois. Eh bien que c'est pas tout à fait vrai. Alors vous allez me dire c'est au prix d'efforts terribles, mais et ça je le sais. Mais quand même, ce qui est flagrant, c'est qu'il n'y a pas de produit type. Moi j'ai juste la sensation quand même on travaille avec des bailleurs, on travaille avec des COP, on travaille pas mal aussi avec des maîtrises d'ouvrage privées. On a beaucoup moins de difficultés à expérimenter des choses, à proposer des choses en logement social. Ils ont de toute façon un cahier des charges qui est beaucoup plus précis, beaucoup plus qualitatif. On a des bailleurs à Rennes qui interdisent le logement mono-orienté nord. On travaille aussi avec des promoteurs privés qui nous encouragent à faire le logement mono-orienté nord. C'est-à-dire il va falloir bourrer de la Chaune. Il y a deux écoles. Donc. Il y a vraiment deux écoles, mais ce qu'on pourrait croire, en tout cas chez nous, le logement social, pour moi, a beaucoup plus de qualité que ce qu'on peut faire dans un secteur, même pas périphérique, mais en tout cas pas hyper centre-ville, avec de la maîtrise d'ouvrage privée. Il y a quelque chose qui nous encourage plus. L'inverse. Garde le micro. Sont quand même des sociétés qui construisent du logement social, mais avec de l'argent privé, avec beaucoup d'argent privé. C'est-à-dire que je ne parle pas du Creusot, mais on est dans des individus, dans une ville, dans des individus qui aiment ce travail-là et qui le voient comme quelque chose de très très positif. Après, sur le logement social, dans certains OPAC qui sont extrêmement importants, comme l'OPAC 71, qui est une très, très grosse machine, hein, ils font des logements dans tout le département, ils sont tout seuls. Donc on a une certaine habitude. Et ce qui nous a été pour nous le plus difficile, c'est de tomber sur des gens qui n'étaient pas, je vais peut-être dire une énormité, mais Aurélien pourrait le dire, qui n'étaient pas cultivés. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas cultivés sur les façons d'habiter. Et il y a un énorme travail à faire parce que pour les faire quitter le moi-je, c'est-à-dire qu'on a eu à certains moments quelques conducteurs qui nous disaient « moi ça me gêne et ma femme ça la gênerait. Mes enfants ne seraient pas d'accord sur cette solution ». C'est-à-dire qu'on était sur des projections individuelles qui donnaient des conséquences énormes sur la conception des logements. C'est-à-dire pour leur faire comprendre qu'ils ne sont que des individus qui doivent aider et aller se cultiver sur les façons d'habiter, aller visiter, non pas en se disant je vais réparer le robinet chez un tel, mais je vais regarder intelligemment comment c'est meublé, je vais regarder comment les choses se passent, je fais des dessins, je fais des exercices que l'on faisait avec nos étudiants, c'est-à-dire je vais voir comment un Renaudie est utilisé, je vais voir comment des logements sont utilisés qui permettent de voir effectivement comment ça vit indépendamment de ce qu'on en dit. Et la difficulté que j'ai rencontrée avec l'OPAC 71, c'est qu'à l'échelon de l'exécution, j'ai des gens qui prennent leur poste comme s'il s'agissait de leur maison. Et alors qu'il y a presque un problème de formation, il ne s'agit pas de construire leur maison, il s'agit de construire des maisons pour d'autres, et pour 10 ans, pour 15 ans au moins, avant qu'on fasse des modifications dedans, pour un certain temps. Et dans des situations de ménages cassés, de ménages, je ne veux rien dire dans le cas présent, de familles recomposées plusieurs fois, de familles dont les parents ont 2 religions différentes. C'est-à-dire, on est dans une complexité qui sont à des années-lumière de la vie assez bien rangée de nos conducteurs de travaux d'OPAC. Alors c'est vrai qu'à Reims, il y a une culture du logement social. Hein. Ça a été très bien raconté et rappelé. Donc c'est vrai qu'on a l'impression qu'il n'y a pas ce problème qui est soulevé là, à Reims. Oui, et puis il y a une chose aussi assez particulière, d'ailleurs j'ai connu aussi pour d'autres opérations, c'est qu'on est dans le cas de relogement de personnes qui venaient d'autres cités qui étaient détruites. Et là, donc on reloge des familles, on sait qui c'est, avec tant de personnes, donc c'est ça ça a complètement d'ailleurs inversé le rapport typologique, c'est-à-dire qu'on a complètement adapté la typologie, mais en fait, ce qui est drôle dans la répétition, c'est qu'en fait la répétition permet beaucoup de variations et on a pu s'adapter complètement, c'est-à-dire qu'au départ, je crois, il y avait 10 3 pièces et 20 4 pièces,
Et à l'arrivée, on avait 23 pièces et 10 et 11 4 pièces, et puis 4 5 pièces et 1 2 pièces. On a adapté complètement à la géographie humaine des gens qui, effectivement, qui venaient de... et c'est ça aussi souvent qui permet d'échapper à la tyrannie des surfaces, surtout si on est dans une logique de projet. Il nous est arrivé la même chose à Montfermeil, où effectivement des gens sortaient de logements de Zerfus qui étaient très grands, avec des familles très très grandes, et donc on a pu avoir une proportion de grands logements très importante, et ne pas être effectivement dans le programme type ou ça, c'est aussi, bon, tu parlais tout à l'heure du temps, le temps souvent des opérations. Je vois à Montfermeil, on a travaillé 10 ans sur l'opération de Montfermeil. Là, c'était beaucoup plus court, en fait, c'est 4 ans seulement, c'est très très court. Oui, c'est assez record, parce que combien d'années là? 10, voilà, mais c'est souvent... 10, et là? Nous, c'est 5, mais si on fait un ratio logement, ça fait peut-être... Alors, oui. L'avantage dans les temps longs, c'est que, justement, il y a un temps d'acculturation, c'est-à-dire qu'on finit par, finalement, convaincre, et on finit par, à un moment, on sort de l'ornière ou du sentier battu. Alors, c'est beaucoup d'énergie. C'est aussi des opérations, je pense, où on a pu avoir... Alors ça, c'est fondamental, une mission d'exécution, c'est-à-dire suivre nous-mêmes le chantier. Ça, je pense que c'est... Je ne fais que l'évoquer, mais c'est une question extrêmement... à tel endroit, alto à tel endroit, Erskine pour le... Garde ce micro. Situation où on dépersonnalise, c'est pas Patrice Motini, etc. C'est-à-dire que prenons des opérations reconnues, essayons de montrer comment ces questions-là sont résolues par un tel, à telle époque, comment Renaudie fait ça. C'est-à-dire qu'on est vraiment en classe. Quand il y a le temps long, on est en classe. C'est un peu fatigant parce que c'est un peu cher parce que c'est pas tellement prévu dans nos honoraires. C'est-à-dire il n'y a pas phase de formation du personnel de l'OPAC, mais sinon c'est assez intéressant. C'est très très dur, mais assez passionnant. Et il faut que tu nous les envoies ici, parce que tu sais que l'esprit du laboratoire du logement, c'est toujours d'avoir une opération de référence et des opérations contemporaines pour voir justement comment les architectes ont repris ces questions et comment ils ont rebattu les cartes. C'est ça qui est intéressant. Donc envoie-nous ces équipes-là. Et l'avantage aussi du relogement, c'est de pouvoir expérimenter des choses ou proposer des choses en fait différentes qui ne sont pas nécessairement ou qui ne seraient pas bien reçus par la maîtrise d'ouvrage, mais le fait d'avoir les utilisateurs directs et de leur présenter le travail aussi lors de l'élaboration, ça permet aussi de valider, même si d'un premier abord, Maxime parlait tout à l'heure des parkings qu'on a souhaités en fait à l'extérieur. Ça a été un grand débat déjà chez les bailleurs au départ et ensuite avec les habitants. Et quand ils ont compris que la voiture à l'extérieur du site était quand même bénéfique pour les enfants, pouvait donner aussi de l'usage aux espaces extérieurs et aux espaces publics ou semi-publics, ils ont été convaincus et le projet a pu être validé aussi grâce à ça. Donc la concertation permet aussi de valider des schémas, on va dire, atypiques. Je veux quand même dire que à propos des maîtrises d'ouvrage privées, parce qu'on oppose, c'est vrai, très souvent, et moi j'ai quand même des expériences positives avec des maîtres d'ouvrage privés, des expériences sur des opérations où j'allais vraiment à reculons, parce que j'avais une grosse méfiance, et je suis tombé sur des gens qui étaient pour les distributions éclairées en lumière naturelle, pour les cuisines éclairées en second jour, en premier jour, pas en second jour justement, pour enfin toutes sortes de choses pour lesquelles on milite. Et finalement, et je suis tombé sur des gens cultivés, sur des gens qui étaient voilà. Donc c'est pas tout noir. Je vois à Rennes où je vais de temps en temps, et je crois que vous êtes de temps en temps. Et ben, je trouve qu'il y a des maîtres d'ouvrage qui aiment leur ville et qui sont concernés par leur ville, il y a aussi il y a des grands maîtres d'ouvrage comme Archipel, qui sont quand même des gens remarquables évidemment et qui sont dans une
culture du logement, mais il y a aussi des maîtres d'ouvrage privés. Voilà. Et puis, je pense qu'il y a des... Et moi, je pense que ça fait partie de notre métier. Il y a des... moi, ça m'est arrivé sur une opération, maître d'ouvrage privé, et puis à un moment, on arrive à un point d'affrontement. C'est-à-dire, effectivement, non, pas traversant, non, d'un côté au nord et de l'autre côté au sud. Et alors, pardon, ça fait très prétentieux de raconter cette histoire, mais elle est vraie. Donc et moi, j'ai dit, non, moi, je ne le fais pas. Si vous voulez, il y a beaucoup d'architectes qui cherchent du travail, donc n'hésitez pas, mais moi, ça, je ne le fais pas. Ah bon, le truc, bon, une première fois, une deuxième fois comme ça, et où je dis, bon, bah, écoutez, on ne va pas travailler ensemble, je vous apprécie, vous êtes très... Mais on ne va pas travailler ensemble. Ah bon, d'accord, tac. Et puis, en fait, la personne m'a rappelé 3 jours après, en disant, mais... et depuis, et je pense qu'on a fait un bon projet, on a bien travaillé ensemble. Donc, je pense que ça fait partie aussi, enfin, je pense que c'est un rapport de... Forcément, il y a un rapport de force, c'est normal. Qui est ce maître d'ouvrage? Alors, ce maître d'ouvrage... Donc, le premier dont j'ai parlé, vous voyez, où j'ai dit cultiver avec des gens, bon, c'est Vinci. Et Vinci, je dois dire, enfin, bon, vous voyez, moi j'étais plutôt, enfin, bon, mais franchement, je trouve, il y a une qualité d'échange, puis on arrive à des logements traversant plusieurs orientations, etc. L'autre dont je viens de parler, c'est un maître d'ouvrage privé qui s'appelle First Avenue. Et voilà, et on va terminer dans 15 jours là, une opération, on va livrer une opération, mais en fait il y a eu c'est quelqu'un qui est, alors lui qui est extrêmement, comment dire, il est extrêmement accroché à son, il est extrêmement, c'est quelqu'un qui va dans tous les logements, il a quelque chose d'un Marcelo, mais version privée, c'est-à-dire très, mais il a un côté aussi, je pense qu'il occupe un espace et à un moment, bon, il faut dire non. Je pense que, mais ça fait partie aussi, je pense, enfin, j'imagine que vous avez cette expérience, ça fait partie de notre rôle de dire à un moment, non, moi ça, je ne le fais pas. Et voilà, il faut prendre ce risque, à mon sens, qui est le risque aussi à un moment de dire, bon, ben, on ne le fait pas. Je pense que moi, il me semble que ça fait vraiment partie de notre métier. Pour moi, c'est fondamental. Et ça donne une grande liberté, parce que je ne l'ai pas fait très souvent, mais dans mon métier, je l'ai fait au moins 3 fois. Et je pense que chaque fois, ça... Alors, certaines fois, d'ailleurs, bon, ben, c'est fini. Et je me rappelle, d'ailleurs, la même histoire, mais c'était dans un contexte différent. C'était à Montreuil, sur le plan CISA. On avait travaillé sur le plan CISA, et donc on a fait... bon. Et CISA avait... son plan était, je trouve, évidemment, était élaboré avec Corajou, avec... bon, on connaît l'histoire, les murs à pêche, voilà. Et tout ça. Et à un moment, bon, c'était des logements qui étaient avec 2 faces, une face nord, une face sud. Et puis, à un moment, bon, on a travaillé sur ça. Là, 10 ans aussi de travail, 10 ans de travail sur le projet de Montreuil. Et puis, on arrive à un moment, et puis, il y a un truc qui ne passait pas à la mairie, c'était la dimension des logements. Parce que forcément, quand vous dessinez un bâtiment de 15 mètres d'épaisseur, faire des traversants, c'est compliqué, ça donne des grands logements. Et on avait des très grands logements. Et puis, réunion à la mairie, bon, avec... bon, Et non, mais c'était truc, et je voyais bien que le truc, il ne le disait pas. Et à un moment, je dis, écoutez, c'est très simple. Si vous voulez des logements plus petits, c'est très simple. Vous faites une distribution au milieu, vous mettez des logements d'un côté au sud et des logements de l'autre côté au nord. Et j'ai rajouté, et vous prenez un autre architecte, parce que moi, je ne le fais pas. Et le maître d'ouvrage, c'était Sémi Maubé, c'était Caroline Binet-Hachem, a pris la parole et a dit, je suis tout à fait d'accord avec mon architecte. Tac. Et ça a complètement débranché le truc. C'est-à-dire qu'en fait, le machin, c'était ça, c'était dire, mais... voilà, donc pardon, hein, parce que c'est... Non, mais ça me semble important de rappeler ça. Ça a l'air de se vanter, mais c'est la vérité, quoi. C'est la vérité, bien sûr, et à un moment, je pense qu'il faut savoir prendre le risque de
Et ça donne une grande liberté. Enfin, il faut savoir dire non. Voilà ce que ça veut dire. Moi, je pense que c'est fondamental. Pour un architecte, Bien, on va peut-être s'arrêter là ce soir parce que le temps s'est arrêté. Mais en fait, le débat n'est pas du tout fini parce que nous allons le reprendre le 26 septembre dans le cadre de ce laboratoire du logement, toujours sur le même thème, mais avec d'autres acteurs. On invitera le maître d'ouvrage, Philippe Villers. On sera ravis de l'entendre justement et cette fois Gilles Perraudin, donc qui fait ses expériences sur la pierre, aussi bien à Cornebarieux dans la banlieue de Toulouse que sur d'autres évidemment en terre lyonnaise, et puis Guillaume Ramillien, un jeune architecte lauréat des albums de la jeune architecture, viendra ici présenter ses logements et discuter sur ces mêmes thèmes. Donc la question de la maisonnée, elle est grande ouverte et on clôt pas le débat ce soir. Je vous remercie à tous et puis à très vite.